Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans les comics. Mais jusque-là, on les avait cantonnées à des rôles pas très passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai sorties de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Salut les filles! Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est que des meufs. Bon, tu fais la meuf, c'est ça? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de Comics Outcast. Nous sommes le lundi 26 janvier, il est à peu près minuit et demi, hein? On est tous d'accord? PLS vient de finir, à peu près. Merci Cocobé, rendez-vous lundi prochain pour toi. D'ailleurs, en parlant d'horaire, je voulais refaire un petit erratum. Apparemment, la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, justement, j'ai fait une erreur sur les horaires. Nous, c'est bien tous les 2 lundis, hein. C'est pas toutes les semaines, c'est tous les 2 lundis. Donc ne nous attendez pas tout le temps. Voilà, même si on est là très souvent. Ce soir, on a un petit programme sympa, mais avant de le présenter, on va dire bonjour à tous nos chroniqueurs que vous avez déjà entendus. Ce soir, il y a Stéphanie. Bonsoir. Il y a Lucille. Hey hey. Et Ben. Salut. Voilà, toujours en direct, pas du tout, enregistré du studio V de Oui FM. Qu'est-ce qu'on a en programme aujourd'hui? Excusez-moi. Alors, on a Nailbiter de chez Image Comics, on va parler de Hext chez Boom Studios, on va parler de Thor, la nouvelle série de 2014-2015. Gaylor nous fera découvrir Wayward. On va faire un petit débat sur les femmes dans les comics chez DC surtout. Et enfin, on va vous parler d'Agent Carter, la série de ABC qui a commencé il y a quelques semaines. Voilà, j'espère que tout le monde est prêt. Yes, ça. Oh, c'est petit là, hein. Allez, on y va, ce Voilà, merci. Je vous rappelle que dans toute l'émission, vous pouvez participer avec les réseaux sociaux, avec le hashtag ComicsOutcast ou en répondant sur Twitter, @ComicsOutcast. ComicsOutcast numéro 11, c'est parti. Un regard de mort vient de traverser mon esprit, je vais t'étrangler. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien, on va faire le concours. Il n'y a pas que toi qui veux avoir des génériques, hein. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, pardon. Oh, on peut faire le concours des meilleures interprétations buccales des émissions. On va revenir... vocal. On va venir sur 2-3 tweets qu'on nous a postés ces dernières semaines très rapidement. Il y a Elodie Rémunieras qui nous dit sur Twitter: bon, je prends mon goûter et après je vais écouter Comics Podcast. Faites-en de même pour le goûter et pour le podcast. Alors pour la plupart des gens, en fait, ils écoutent tous parce que là il doit être donc 1h du matin. Ce sera le repas de pâtes, le plat de pâtes de la nuit. Non. Oh là là, putain, ce début d'émission est laborieux. Comme si c'était un truc établi, le plat de pâtes de la nuit, quoi. Il y a Matt Striker qui nous dit qu'on est c'est le fan club, enfin que Comics Podcast c'est le fan club de Rick Remender. C'est un peu vrai? Oui. Oui. Oui, parce qu'il y a un peu genre un titre de lui par semaine. Et enfin, il y a Fraggle Rock qui nous dit: j'écoute l'émission depuis le début et je suis à fond dedans, bien que je ne lise plus de comics depuis. Donc on lit à sa place en fait. C'est un peu le but aussi de vous présenter 2-3 trucs, histoire que vous n'avez pas forcément à le faire, mais voilà, pour tirer le bon du mauvais. Voilà, on va tout de suite commencer par une revue. Ce sera Nailbiter, c'est Steph qui va nous le présenter. Bonsoir Steph. Bonsoir Eric. Alors, Nailbiter, donc chez Image Comics, écrit par Joshua Williamson et illustré par Mike Henderson. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Tu me voles déjà le début de ma présentation. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc oui, effectivement, donc Joshua Williamson, on le connaît aussi pour Birthright chez Image, pour ceux qui lisent. Je ne sais pas si c'est votre cas les garçons. C'est pas lire. Voilà, les gens qui savent lire. Il a fait aussi Robocop, qu'on avait déjà Ah présenté. oui, Robocop. Et oui, excellent. Robocop, voilà. Correct. Et Excellent. Non, c'est pas ça, mais en fait, il faudrait renvoyer C'est pas ce qu'on avait dit. aux anciennes émissions, mais on Voilà, sait plus c'est dans ça. quelle émission c'était. Donc, Si, c'était CO006. Et bah voilà. Putain. Et il a fait des petites séries, Captain Midnight chez Dark Horse, Vaudou chez DC, voilà, 2-3 trucs. Et au niveau du dessin, Mike Anderson, il avait fait du Venom et un truc déjà avec Joshua Williamson qui s'appelait Mask and Mobsters. C'était moche comme ça ou pas? Alors déjà, tu vas me fâcher d'entrée de jeu. Donc, j'ai envie de dire, t'es le seul garçon ce soir, on peut te taper. C'est vrai. Ouais, non mais arrêtez. Donc non, c'est pas moche déjà. Non, c'était un avis personnel. On en reparlera après. Voilà. Mais donc en ce moment en fait, Nailbiter, c'est donc il y a 9 issues
Ça a commencé à apparaître en 2014 et il y a déjà un TPB de sortie et le TPB s'appelle There Will Be Blood. Ouais. Donc de quoi ça parle Nailbiter? Parce que déjà quand on entend le titre, on pense à des doigts déjà et on pense à quelqu'un qui mange des doigts. C'est vrai. Donc non, ce n'est pas forcément une série sur quelqu'un qui mange des doigts. C'est en fait, on commence le premier épisode en fait avec une espèce de scène d'exposition où en fait il y a des agents qui débarquent dans une maison et qui arrêtent un mec qui est en train de manger des doigts. Je crois que cette scène t'a un peu traumatisé. Ouais, c'est dans les 3 ou 4 premières pages, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse et je me suis demandé si j'allais continuer un comics avec ça. C'est nature. Non, c'est trop bien illustré en fait. Ok, non, je dis rien. J'ai rien dit. Et donc en fait il y a l'arrestation donc, de ce fameux serial killer qui s'appelle Edward Charles Warren aka Nailbiter, donc du coup. Et donc les 2 flics qui l'arrêtent vont jusqu'au procès. Dans le procès, malheureusement, il va être acquitté. Je spoil un petit peu, mais c'est vraiment l'exposition, donc c'est pas trop grave. Et en fait, un des flics, donc qui s'appelle Carol, va rester un peu complètement... Qui est un homme. Oui. Un flic qui s'appelle Carole. Oui. Son de famille. Va rester complètement traumatisé en fait du fait d'avoir fait toute cette arrestation. Le mec a quand même tué 64 personnes, enfin il y a eu tout un truc, ça fait des années qu'il le recherchait, il est complètement obsédé. Et il va le suivre dans sa ville natale pour essayer de comprendre, parce que quand on cherche un peu dans l'histoire de cette ville qui s'appelle Buckaroo, Oregon, qui est une petite ville perdue des États-Unis, on voit qu'en fait la ville a donné naissance à 16 des plus grands serial killers américains, et dont des serial killers assez fun. Enfin, moi je trouvais qu'ils étaient fun. Enfin, il y en a un qui fait des sculptures avec des crânes de gens. Il y a, moi mon héroïne s'appelle The Blonde, qui est en fait une nana qui, quand des mecs la sifflent dans la rue, en fait elle les kidnappe, elle leur coule les lèvres et après elle les tue. Voilà. Il y a celui qui défonce ceux qui parlent au cinéma aussi. Oui. Et cool. Lui il est bien sympa. Donc en fait au tout début on en est là, en fait il y a la scène d'exposition où il est arrêté, où on voit qu'il est acquitté, qu'il retourne chez lui, et en fait il y a donc Carole qui passe un coup de fil à son ancien équipier qui apparemment lui aussi est pas très bien en ce moment puisqu'il est dans une chambre d'hôtel, il va se suicider, il est sur le point de se tirer une balle, et en fait il lui dit écoute mec, je suis sur le point de résoudre le mystère des tueurs et je sais pourquoi la ville produit autant de tueurs et il faut que tu viennes, il faut que tu m'aides parce que t'es un trop bon flic. Et là, il lui dit, il saute dans une voiture, il le rejoint, sauf que quand il arrive dans la ville, en fait, Carole a disparu et personne ne sait où il est, et en fait il va progressivement faire une team avec la shérif de la ville, qui est quand même vachement badass, qui est assez jeune, qui a pris les rênes de la police de la ville et qui s'en laisse pas compter par les petits pécores qui sont pas contents que ça soit une nana qui leur dise quoi faire et tout ça. Alors après, il y a une panel de personnages où vraiment il y a des stéréotypes, quelques clichés sur les gens de la Cambrousse et tout ça. Ils sont tous un peu tarés. Il y a un mec qui a ouvert un espèce de supermarché sur les serial killers, sur l'histoire de la ville. Une boutique de souvenirs. Mais ça doit exister dans la vraie vie, c'est obligé. Ouais, je pense que ça existe. Et en fait, on voit qu'ils sont, à certains degrés, ils sont tous plus ou moins liés aux serial killers de la ville. Ouais, c'est des enfants d'eux, voilà. Et donc moi j'aime plutôt cette série parce que je trouve qu'il y a un petit côté Twin Peaks en fait. Il y a un petit côté oui quand même. Ah non mais je l'ose. Joe qui derrière la table. Il y a clairement l'ambiance petite ville profonde américaine où tous les gens sont complètement cinglés, il faut l'avouer. Chacun à son niveau quoi. Avec cette ambiance un peu lourde, en fait, moi je trouve qu'au niveau des couleurs, le coloriste s'appelle Adam Guzowski, et en fait il choisit une palette qui est tout le temps très lourde dans les tons bruns, on a toujours tout le temps de cette impression un peu muddy, un peu de boue, un peu de pluie. Crado, et il y a toujours, alors moi il y a un rythme que j'aime beaucoup dans cette série, je trouve que la narration est toujours très rapide. Ça s'enchaîne bien. Il y a toujours un petit cliffhanger, un petit truc qui fait que ça relance l'action. Et ils tentent des trucs dans la narration. Dans l'épisode 3, par exemple, on en parlait, Eric, il y a cette scène avec les lumières de l'hosto qui clignotent. Et il y a... Enfin, je veux pas spoiler non plus les lecteurs, mais il y a cet effet de clignotement qui, même sur nous, en fait, est légèrement angoissant. Ouais. Et il y a aussi un autre effet de narration qui est qu'en fait, par rapport au personnage principal du flic, on sait plus de choses que lui parce que par moment, il y a des personnages qui s'adressent directement à nous. On est un peu
ce personnage caché, on est un peu le tueur caché qui recherche, et donc en fait les persos nous parlent et on est à la place, on voit par les yeux du tueur. Et j'ai trouvé ça vraiment assez sympa. Et il y a un autre truc, alors certaines personnes diront peut-être que ça casse un peu l'ambiance, mais les petites blagues, les petites vannes. Ça casse un peu l'ambiance. Et les références au film, justement. J'ai un carnet, je peux te taper avec ce carnet. Avertissement. Mais ouais, moi j'aime bien. Référence pop. Il y a de temps en temps, quand tu lis, t'as besoin, surtout quand tu lis des trucs un peu horribles, machin, je trouve que le fait de détendre l'atmosphère avec des petites vannes, des petits trucs, c'est plutôt pas mal. Voilà. Qui a pété Qu'est-ce qui se passe? Non, on disait les blagues qui détendent l'atmosphère, donc voilà. D'accord. Voilà. Donc je vous recommande chaudement Nail Beater. Alors Steph, est-ce que tu as lu? Alors c'est Lucille. Lucille, est-ce que tu as lu? Oui, Désolé. j'ai lu et j'ai vraiment adoré. Bug. Ça m'a rappelé... Bon, déjà, moi, j'aime bien tout ce qui est serial killer. C'est mon truc. J'ai vu tous les faits entrer l'accusé. Ça m'a fait penser à un vieux manga qui s'appelait MPD Psycho, qui est justement, pareil, allé très très loin dans le côté serial killer inventif. Et c'est vrai que, comme le disait Steph, effectivement, sur les 16 serial killers dont ils sont susceptibles de parler, chacun a sa spécialité, chacun a son modus operandi. Et c'est là que tu te dis que le scénariste en l'occurrence, est probablement un peu timbré, mais il est surtout très imaginatif. Et j'ai carrément envie de lire la suite. Ben? Moi je vais pas répéter ce que mes petites camarades ont dit. Donc le répète pas. Donc en fait, alors c'est l'histoire d'un serial killer. Oh mon dieu. Non, en fait, il y a des trucs que j'ai aimés, des trucs que j'ai pas aimé. Les trucs que j'ai aimés, c'est l'ambiance effectivement hyper lourde, Amérique profonde, tous les trucs. T'as dit Twin Peaks, moi j'aurais plutôt dit True Detective ou ce genre de trucs, mais effectivement c'est un peu ça. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance. Le fait que le serial killer ait 3 noms comme la légende le dit, les petits détails sont cool. Effectivement, comme Steph a dit, les serial killers qui ont plusieurs modes opératoires qui sont assez cool, ça c'est bien. J'étais vraiment dedans, c'est une intrigue basique, mais en fait les persos font que c'est assez riche et tout ça, donc ça c'est bien. Par contre, j'ai presque pas réussi à rentrer dedans à cause des dessins. Je dis vraiment, tout à l'heure je trollais exprès, mais j'ai vraiment... au début je me suis dit c'est pas grave, j'essaye de faire en sorte que ça passe et si l'histoire est cool ça suivra, mais ça m'a vraiment rebuté. Le mec, on voit que le gars a un style, mais on a l'impression que c'est bâclé en fait. Enfin, tu vois, je veux dire, il a vraiment un style. Certains personnages, qui a les pommettes qui ressortent, les fronts assez grands, les visages vraiment carrés et tout ça. Donc je sais pas, il dessine pas n'importe comment. Tu vois, il sait où il va, mais moi, j'accroche pas du tout à ce style. Et du coup, ça m'a vraiment sorti par moments, ça m'a sorti de l'histoire, quoi. Après, où je te rejoins sur le dessin, c'est qu'effectivement, des fois, on voit qu'il maîtrise vachement bien sa page, et des fois plus trop en fait. Des fois c'est juste. La qualité du dessin est assez juste. Et heureusement que tu es vachement pris dans l'histoire parce que tu continues quand même si tu te dis ah là, sa page elle est pas top. Ouais effectivement, mais après effectivement comme tu disais tout à l'heure sur le coup de l'hôpital avec les clignotements, effectivement la mise en scène, enfin la mise en case, elle est des fois tellement cool et tellement inventive que t'oublies. Sauf que c'est un peu déséquilibré. Voilà, mais faut le lire quand même. Je sais pas si je lirai la suite, peut-être par curiosité, mais en tout cas c'est pas le dessin qui va me faire rester quoi. Moi ce que j'ai bien aimé c'est le côté aussi, tu sais pas si tu regardes de l'horreur, du mystique ou simplement un policier un peu crade, avec des gens qui espèrent, un peu comme dans True Detective, spoiler, qui espèrent voir du fantastique, mais en fait c'est juste des gens fous quoi. Ouais mais tout le monde est fou dans la ville. Voilà, on va passer au deuxième titre, merci Stéphanie, c'est Lucille qui va nous en parler, ce sera Hexed de chez Boom Comics, donc écrit par Michael Allen Nelson et dessiné, enfin en tout cas illustré par Emma Rios, sorti en août, Dan Mora. Voilà, Nora. Moi j'ai noté Dan Mora. Ouais, c'est ce que j'ai écrit, mais j'avais pas assez de place sur mon conducteur, donc voilà. Donc sorti en août de l'année dernière, 2014. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, pour résumer un petit peu, donc l'héroïne de Hexed s'appelle Lucifer. C'est donc une jeune femme qui donc a vraisemblablement des pouvoirs magiques et qui vole des objets pour... Quoi fait des gestes. Il y a Stéphanie qui me fait des grimaces. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, elle me faisait une grimace à moi. Ah d'accord, voilà. Bravo, allez-y. C'est pas très radiophonique tout ça. Se moquer. Et donc oui, qui volent des objets magiques en fait, avec vocation que des personnes encore plus méchantes ne puissent pas les utiliser, et qui va en fait un jour se retrouver à devoir récupérer un tableau dans lequel quelqu'un est emprisonné. Cette personne va être libérée et on va se rendre compte que c'est un méga méchant, et en gros là Lucifer, elle va se retrouver
retrouver à devoir poursuivre le méchant, aider une nana qui travaille avec sa chef, puisque donc visiblement elle fait ça dans une organisation. Enfin, c'est un peu. Moi, je suis pas sûre d'avoir tout compris déjà. Ouais. Elle travaille pour une nana qui a plus ou moins une Galeriste. stagiaire. Qui... En fait, elle a l'air d'avoir une galerie d'art un peu Oui, officielle et officieusement, elle fait les trucs un peu ésotériques. C'est ça. Et donc voilà, Lucifer va être obligé à un moment de se suicider entre guillemets pour pouvoir aller dans le royaume, une sorte de royaume des morts. En même temps, elle Shade. s'allie à une sorcière qui est complètement dégueulasse mais qui est superbe, dont elle est l'héritière en fait, et qui en fait est une sorcière qui connaît tous les secrets du monde sauf un, celui qu'elle désire ardemment, et qui est en fait la sœur des nanas des autres sorcières qui contrôlent le monde des ombres. Et donc tout ce petit truc là, c'est un bordel sans nom, j'ai pas tout compris. C'est vrai que ça part vite en couille. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors, je vais pas donner la parole à Ben, plus peut-être à d'accord. Steph qui peut-être tu connais un petit peu mieux ou tu as mieux saisi les tenants et les aboutissants. Non, en fait, c'est Ext, c'est la suite d'une mini-série qui était déjà parue en 2008 chez Boom et qui était effectivement dessinée par Emma Rios. D'accord. C'est pour Ce que tu ça, voulais dire. voilà. Oui, c'est Mais exact. Mais c'était. Ouais. normalement, il n'y a pas besoin de lire la première mini-série pour savoir de quoi tu parles, sauf que je pense que la confusion, ça vient de quand ils te vendent la série, en fait. Ils te disent que Lucifer, elle est plus ou moins méchante, badass, que c'est une voleuse, en fait, qui récupère des artefacts magiques. Ouais. Et pour son compte, quoi. C'est un peu une espèce de Lara Croft / Willow. Ah, moi j'aurais dit Sidney Fox l'aventurière, mais ok. Oh, la référence de On va merde. voir l'Arbre Riams, là, la dernière série qui vient de sortir et qui est exactement sur le même principe. Voilà. Merci Lucille. Et du coup, voilà, c'est donc en fait ils te la vendent comme quoi elle est un peu badass, alors que pendant les 3 premiers épisodes, je sais pas ce qu'en pensent mes petits camarades, mais en fait c'est genre ouais, je suis badass, mais je fais des trucs super gentils quand même. Donc du coup, tu comprends pas trop. Elle perd un peu sa crédibilité de badass, quoi, tout simplement. C'est ça, c'est que finalement, dès le début, par exemple, au lieu de poursuivre le super méchant, elle décide de sauver une nana dont on apprend 2 cases après qu'en fait elle se blaire pas du tout dans la vraie vie. Donc tu dis mais pourquoi elle a envie de la sauver? Pourquoi elle a un réel intérêt à la sauver? Surtout que du coup c'est là qu'elle est obligée de se suicider pour aller la sauver. Donc tu dis il y a quand même un prix à payer, tu vois. Elle l'aide pas juste à traverser la rue, quoi. Ouais, mais elle sait Donc- qu'elle est pas vraiment morte. Elle le dit, tu vois. C'est tout le principe du royaume des morts, royaume des vivants et compagnie. Mais effectivement, alors du coup, le fait qu'il y ait une mini-série qui est censée précéder donc celle-ci, peut-être qu'ils se sont dit on va juste faire un espèce de gros résumé dans le premier, histoire de pouvoir si jamais les gens ont lu le premier, enfin le truc précédent, je vais y arriver. Série, ouais. Comme ça, ils n'auront pas trop de redites. En même temps, ça permettra de poser un peu les places sur l'échiquier pour les nouveaux lecteurs. Et en fait, perso, en tant que nouvelle lectrice, j'ai pas tout compris. Donc, c'était pas... Voilà. Mais cela dit, l'histoire a l'air d'être intéressante. Même si ça part vraiment dans tous les sens. Il y a quand même des pistes assez intéressantes, notamment la piste du super méchant qui, du coup, peut rentrer dans tous les tableaux. Ouais. Et donc Ça a l'air d'être se son pouvoir déplacer, de base, voilà, il a récupéré un Ouais, artefact pour c'est un ça. artefact qui fait que... C'est ça. Et du coup, il peut donc sortir, rentrer dans tous les tableaux, donc c'est assez intéressant. Ce super méchant, il a une frangine qui ne parle pas et qui a l'air d'avoir aussi des super pouvoirs. Il y a cette histoire, cette fameuse sorcière qui a un design de fou, dont elle est l'héritière et qui a l'air d'avoir un pouvoir assez immense et qui donc va probablement pouvoir faire des trucs très chouettes. Et donc il y a quand même, ça a l'air prometteur. Là, j'avoue, ouais, je me laisserais bien tenter par la suite parce que les bases posées c'est un vrai capharnaüm, mais c'est prometteur. Ben, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je suis passé par plusieurs états, en fait. Au début, j'ai... T'as liquide? Vas-y, Joe, vas-y. Voilà. J'assume totalement. Alors, Ben. Donc je suis passé par plusieurs états. D'abord, en fait, effectivement, la première issue ouvre sur un cambriolage dans un musée. Donc là, je me suis dit, tiens, c'est cool, on est dans un espèce de petit 4 size. Même si la couverture était un Sidney peu... Fox 4 size. Je crois que je vais appeler cet épisode comme ça. J'en ai d'autres. En fait, vu que la couverture, on voit des espèces de monstres, je savais qu'il y avait un côté sorcellerie surnaturelle et tout. Mais bon, je me suis dit, ok, c'est un espèce de truc un peu à la 4 size avec une cambrioleuse qui sait y faire. Elle est badass, effectivement, elle a du Une style. fille et tout. d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Ouais. Vas-y. Elle a pas compris la référence. Vas-y, continue. Et donc j'ai dit ok, cool, machin. Les dessins, on n'en a pas trop parlé, sont sympas, mais ça m'a fait penser direct, attention nouvelle référence, vas-y. à Totally Spies. Non. Je trouve que ça, c'est un peu mangaisé putain, français, ouais. chelou. Ouais, Bon, ouais, c'est pas manga, forcément ouais, je suis d'accord. c'est pas forcément péjoratif ce que je dis, hein, mais en gros ça m'a fait penser à ça. Donc je me suis dit ok, ça va être peut-être qu'elle va être dans une team avec d'autres nanas, etc.
pas grave, je continue, ça me va, etc. Ensuite vient le côté ésotérique avec effectivement la première scène où tu la vois, elle rentre dans un tableau pour aller chercher des choses. Je dis ah cool et tout machin, j'avais compris que c'était avec des artefacts et tout. Là ça fait un peu Sidney Fox l'aventurière. Oui. Donc je commençais un petit peu à décrocher en me disant bon ok, il y a rien de vraiment très original, même si c'est sympa et que ça se lit facilement, c'est pas très original. Et par contre, quand est venu le côté le monde des morts, qui était plutôt assez bien designé avec des monstres qui avaient des bonnes gueules et tout ça, comme Lucie l'a dit, l'espèce de, enfin ce qui s'appelle Harlotte, en fait, c'est l'espèce de sorcière qui est censée, dont est censée être l'héritière, l'héroïne, qui a une bonne gueule aussi. T'as envie, enfin, l'apparition de personnages assez attachants, enfin. T'as envie de savoir qui ils sont, t'as envie d'avoir leur pouvoir, de savoir qu'ils sont à pouvoir, etc. Là j'ai commencé à accrocher. Quand elle va dans le monde des ombres, il y a les espèces de sorcières là. Enfin, c'est là que j'ai commencé à accrocher. Donc c'est à la fin de la 3e issue, je me suis dit ok, je vais peut-être voir la suite. Après effectivement le fait que elle ce soit une espèce de meuf un peu je m'en foutiste, un peu genre je suis un peu rebelle, je m'en fous, mais finalement je me suis dit quand même pour une meuf que je peux pas saquer comme elle se sacrifie très facilement. Voilà. Même si elle dit elle-même qu'elle est pas morte et qu'il faut qu'elle le fasse, ça fait un peu je me sacrifie alors que je suis censé être une bitch. Enfin tu vois, donc voilà. Donc ça j'ai pas trop accroché sur ce côté là, mais par contre tout le côté un peu ésotérique avec les monstres et tout, je trouve ça pas mal, donc j'espère qu'ils vont se rattraper dans les, enfin en tout cas que ça va tourner plutôt de ce côté là dans les prochaines issues, donc je vais lire par curiosité. En ce qui me concerne, le problème que j'ai eu avec cette série, c'est pas le dessin, c'est pas tant l'histoire, mais c'est juste le côté poser un univers magique. C'est jamais facile, j'imagine. Enfin, je suis pas auteur, mais bon, j'imagine que, enfin, comment ça s'appelle, Rowling, elle a dû se casser le cul. Enfin, non, elle a dû faire ça dans les toilettes. Avec tout ce qui a été fait. Elle a tout gaulé les trucs existants. C'est vrai, elle a tout pompé. Mauvais exemple. Et du coup, là, je pense qu'ils ont voulu faire un univers magique très élaboré, mais que ils ont voulu trop en révéler trop rapidement. Et du coup, on a beaucoup de bulles extérieures qui, oui, alors le sacrifice de machin, ça coûte ça et ainsi de suite. Et ils vont trop loin dans les explications qui, au final, on s'en fout. Juste tu sacrifies, tu vas dans un monde parallèle et c'est fini quoi. Mais ils vont trop loin dans le coup et dans enfin bref, ça va trop loin. Il y a aussi le côté genre il y a toujours le bon artefact au bon moment. Oui. Tu vois, c'est genre oh là là, on aimerait bien dépasser cette porte. Mais oui, grâce à la lance de machin, on peut passer par cette porte. Enfin tu vois, c'est du coup c'est un peu, des fois c'est un peu facile, mais je me dis que c'est le début, effectivement c'est une suite, c'est peut-être, enfin ils essayent peut-être d'alpaguer les lecteurs, donc je me dis laissons-lui une chance quoi. Après au niveau il y a quand même 6 héroïnes, enfin 6 personnages principaux féminins. Un personnage. Oui, et les hommes dedans, il y a le grand méchant qui est très méchant. Voilà, il a aucun charisme. Avec sa petite rose. Pas beaucoup quand même, hein, non, mais en fait, il a juste les sourcils froncés, il est méchant. Et non, il a un costard blanc, une petite rose, il m'a fait penser à l'homme masqué dans Sailor Moon. Non mais c'est quoi ces références de merde quoi. Sailor Moon. Bon. Tu peux rajouter ça. C'est que des trucs de meuf. Bon, vas-y. Et non, j'ai trouvé que parfois, c'était un peu trop forcé sur le lecteur en fait, le fait que ce soit un truc de nana, je sais pas comment. Perso, ça m'a pas du tout choqué. Hein. Moi, je l'ai trop vu en fait. J'ai vu que vraiment. Non, moi, je rejoins un peu Eric sur le fait que c'est vrai que parfois les personnages sont un peu archétypales quoi. T'as la figure maternelle, donc la nana qui tient la galerie, qui fait un peu sa mère. Bon, c'est pas sa mère, mais tu vois qu'elle s'inquiète pour elle, tout ça. T'as la frénémie, donc qui est la stagiaire, qui est en mode ouais non je t'aime pas, tu me saoules machin, mais finalement elle va la sauver. T'as donc le méchant qui fronce les sourcils, qui est méchant comme tu disais. Donc t'as Madame Cymbaline qui est la nana qui parle pas, qui est la sœur du méchant, c'est vrai que cette qui nana, est énigmatique. Je te coupe, excuse-moi, c'est vrai que cette nana en fait elle a fait vœu de silence apparemment, et elle parle en touchant un autre, enfin qui parle pour elle, et effectivement c'est un homme en fait. Oui. Effectivement il y a ce côté un peu. Moi ça m'a sauté aux yeux tout de suite, donc ça m'a dérangé. Ouais. D'un côté elles sont fortes, mais d'un autre côté elles sont un peu trop simplistes parfois, trop archétypales. Mais vous pensez que c'est voulu, genre girl power tout ça? Hein. Enfin c'est en général, enfin non, je vais pas dire une connerie, mais non. Non, pour moi ça c'est voulu parce que quand il y a un cast, enfin c'est ça la société aujourd'hui, quand t'as un cast qui est composé de plus de filles que d'hommes, de femmes que d'hommes, tu le vois, donc je pense qu'il y a un message qui passera peut-être, je ne sais pas, mais tous les fantômes dans le plan spécial sont des hommes. Il y a aucune femme dans le. Ah si, il y a des deux gamines. Des monstres. Je sais pas leur sexe. Oui, mais c'est surtout des humains qui, des âmes qui se transforment, non? Oui, mais il y a des monstres en fait, donc tu sais. Enfin bon, bref. Non, mais c'est des personnages secondaires. Oui, non, mais c'est des hommes. Mais cela dit, c'est pas. Enfin, je pense que ça m'a pas choqué aussi parce que notamment les figures de sorcières
sont Oui, dans culturellement l'histoire, et oui, oui, y a pas de ancestralement souci. féminines. Et le fait que l'héroïne effectivement soit une femme, que du coup son sidekick soit une femme, mais que, enfin, je sais pas. Pour Ça partir m'a dans les pas références de vraiment- merde, on pourrait parler de Charmed. Oh, On c'est va un passer- festival. On va passer rapidement à la... Tout le monde a parlé, j'ai même pas fait gaffe. Oui. Ouais. On va parler de la troisième série, pardon, on va parler de Thor, dont on a déjà parlé il y a pas très longtemps, mais là on va parler vraiment uniquement de la nouvelle série. Donc c'est toujours écrit par Jason Aaron, et en ce moment c'est illustré par Dauterman et Wilson. Voilà, et c'est Ben qui va nous présenter ça. Oui. En fait, effectivement, on en avait parlé dans l'émission 6, si je dis pas de conneries, Oui. où on avait fait un dossier sur Thor, et donc le numéro 1 venait juste de sortir. C'est ça. Donc comme tu l'as dit, c'est écrit par Jason Aaron. Ce qui est cool avec Jason Aaron, c'est que c'est lui qui a fait God of Thunder, qui est donc la série Thor d'avant. Mhm. Parce que là on est sur une V3. Donc en fait c'est lui qui a le perso, si on peut dire ça, c'est lui qui a le perso depuis 2 ans. Donc c'est son Thor à lui, quoi. Donc c'est voilà. On avait aussi dit dans cette émission que on savait pas trop pourquoi, enfin qui avait décidé que ce soit une meuf, est-ce que Marvel l'a expliqué ça, on savait pas. J'ai fait des petites recherches. Et alors? Et en fait, c'est Jason Aaron. C'est lui. D'accord. En fait, bon, il l'a dit dans une interview. Je pense pas. Je connais pas le gars et c'était écrit, donc je sais pas s'il est sincère ou pas. Mais il avait pas l'air langue de bois dans son discours en disant, effectivement, Marvel va en tirer profit quoi qu'il arrive en termes de pub, de buzz, etc. Mais l'idée de base, c'est moi qui l'ai eu. Il expliquait qu'en fait ils ont un pool d'auteurs chez Marvel, ils se retrouvent de temps en temps pour faire des sessions, en fait ils se mettent tous autour d'une table et en fait ils disent bon voilà on en est où avec ces persos, faisons ça. Et lui c'est là qu'il a balancé ça, donc il y a quelques années, enfin peut-être pendant God of Thunder en fait, donc il y a au moins un an, en disant voilà en fait je veux changer le personnage et ça sera une nana. Bon après il est pas rentré dans plus de détails, mais en gros il a dit je veux ça. Donc du coup moi j'ai trouvé ça assez cool parce que effectivement, nous, la réponse basique, c'était de dire, ok, en fait, ouais, ils veulent faire du fric, ils veulent faire le buzz, etc. Et j'ai l'impression que j'ai envie de le croire, le gars. Quand il dit, c'était mon idée, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de changer. Donc c'est cool. Donc je parle un peu de l'histoire. Je suis obligé de faire un petit récap que j'avais fait dans Très rapide. Ouais, dans l'émission d'avant, mais pour juste qu'on comprenne. En gros, il y a eu l'arc qui s'appelait Original Sin, Ouais. qui parlait d'un perso qui s'appelle The Watcher, qui a tout vu dans l'univers Marvel, qui est mort, et bon, vraiment très gros raccourci, ses pouvoirs ont été dispersés dans le monde. Nick Fury, donc qui n'est pas le Nick Fury Black, mais l'ancienne version de Nick Fury, a chopé ces pouvoirs-là, donc a eu toute la connaissance, on va dire, de l'univers, et ils étaient en baston. Il était aux côtés. Il révèle le secret à Thor. Voilà, en fait, ils étaient dans une baston côte à côte et il lui a chuchoté un truc à l'oreille. On sait pas ce que c'est parce que c'était pas lisible. Et à partir de ce moment-là, Thor a lâché son marteau et il a plus jamais Il n'a plus jamais pu. le ramasser. Il est devenu déméritant à partir de ce moment-là. Donc on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas il peut plus le soulever. Donc on en est là dans l'histoire. Il y a Thor qui est sur la lune. Il essaie de soulever son marteau jour et nuit. Il n'y arrive pas. Il est complètement dépressif et tout ça. D'un autre côté, Odin revient d'un exil de plusieurs années, mais en tout cas un très long moment, pendant lequel sa femme Freya était Allmother, enfin, lui c'est Allfather, elle c'est Allmother, celle qui gérait en fait Asgard, revient et dit que c'est que ce bordel, mon fils, tu dois être méritant, tu n'y arrives pas. Lui-même essaye de soulever le marteau, il n'y arrive pas non plus. Donc c'est la merde. Pendant ce temps-là, les géants de glace que vous avez sûrement vu dans Thor 1, le film Thor, attaquent la Terre pour une raison. Donc Thor se dit bon bah voilà j'ai plus mes pouvoirs mais je vais quand même y aller, il y va, il se tape contre eux, il se fait défoncer. Il y a aussi, ils ont teamé, ces froches géantes, ils sont teamés avec Malekith. Malekith c'est un elfe noir que vous avez aussi vu, mais par contre ça c'est dans Thor 2 qui était blanc alors que c'est un elfe noir, mais c'est vrai. Donc cette team attaque, Thor il va, se fait défoncer, il se fait même couper un bras et il est laissé pour mort. Donc on sait pas ce qui lui est arrivé. Se passe d'autres trucs dans cet issue 1 et à la fin de cet issue on zoome sur le marteau qui est resté tout seul sur la lune. Et là, quelqu'un avance, quelqu'un de silhouette féminine, et dit il y aura toujours un Thor, et soulève le marteau, et devient, en fait on voit pas qui c'est parce que le casque a été modifié pour que ça soit un masque, donc on ne sait pas qui c'est. C'est une nana qui a l'air en tout cas assez jeune de corps et de visage et tout ça, et voilà, l'issue 1 se finit sur ça. Donc on dit hey putain ça défonce. Donc faut lire, 2 et 3 c'est pareil, c'est la suite de l'histoire, elle va affronter ces Frost Giants, il va se passer des trucs, elle essaye de rétablir la situation, de les défoncer, etc. Bon, il se passe plein de trucs, et à la fin de l'issue numéro 3, Thor, donc qui maintenant, en fait, le truc c'est qu'on sait pas comment s'appelle cette nana. Elle s'appelle, le comic s'appelle Thor, Ouais. mais elle, personne ne l'appelle Thor elle-même, parce qu'on voit, quand elle parle, on Tout voit le ses monde pensées. ne sait pas
qui sait, il Voilà, découvre personne qu'il y a une sait. On nana dit- qui les gens- est enfin, les gens- déguisée les comme elle monstres, avec le marteau, donc voilà. ils se disent c'est une Thor. Ils mais- l'appellent Lady Thor Ouais. ou Thor Girl ou etc. Tourette. Tourette. Toretta. T'avais déjà fait cette blague Oui, dans je le- sais, ouais. je sais. Donc elle, on sait pas trop comment elle s'appelle, mais par contre maintenant, si tu regardes un peu dans les reviews et tout ça, Thor l'homme, on l'appelle Odinson. Enfin, c'est Thor Odinson, c'est son nom, mais on le différencie comme ça en fait. Et donc à la fin de l'issue numéro 3, Odinson revient. Il a un bras en moins, donc métallisé. Et il dit c'est quoi cette meuf avec mon marteau? Je veux mon marteau. Rends mon truc, Voilà. rends mon hochet. Et ça s'arrête sur ça. Donc je peux pas dire la suite parce que c'est pas sorti. Le Oui. 3 est sorti la semaine dernière si je m'abuse. Ouais, très récemment. Oui, le 3 est sorti il y a pas longtemps. Voilà. Donc j'attends méga la suite. J'ai pas de points négatifs à donner. Peut-être que mes petits camarades pourront en donner. Moi j'adore Jason Aaron. J'ai surkiffé God of Thunder. Je trouve qu'il tient trop bien son perso. Bon après c'est un Thor qu'on aime ou on n'aime pas, c'est discutable. Mais moi j'adore. Et ce qui est cool, c'est qu'au-delà du fait qu'il y a un nouveau personnage de Thor, qu'ils vont sûrement s'affronter avec Odinson, qu'il y a aussi une intrigue avec des méchants qui veulent tout défoncer, etc. Il y a aussi le fait que Odin est revenu. Il a dégagé Freya en disant c'est bon, je suis revenu maintenant, meuf, c'est moi maintenant. Retourne à la popote. Elle n'était pas trop contente. Donc il va y avoir aussi ce truc là où en fait pendant que lui n'était pas là, Freya elle a construit un autre Asgard qui s'appelle maintenant Asgardia d'ailleurs parce qu'il y a eu Ouais. plein de mouvements. Et du coup je suis aussi intéressé par ce côté où ils vont un peu se bastonner, enfin pas se bastonner mais en gros Freya je pense qu'elle va pas se laisser faire. De pouvoir interne. Exactement, parce qu'en fait avant c'était Thor, c'était genre ok moi en fait je suis le All-Father, je dis un truc vous le faites point. Alors que maintenant il va y avoir un conseil pour approuver, enfin ça va vraiment, il va y avoir un truc un peu Et c'est politique. irrévocable ou pas Voilà, et juste pour finir, ce truc de Freya, donc qui est la mère de Thor, qui a été un peu bafouée par le retour d'Odin. Des spéculations disent que c'est elle, sous le masque, qui aurait dit ok bah je dégage, mais en fait il y a plus de Thor, donc c'est à moi de le porter, je porte le marteau. Je C'est des pense que c'est la spéculations. plus grosse. On sait pas. En tout cas, enfin Attends, Stéphanie. Non, en même temps, elle lui dit un truc marrant à Odin au début. Elle lui dit en même temps, t'es con, c'est toi qui écris le truc sur le marteau. c'est vrai. Genre, il doit être worthy of Ouais, du ouais. truc. Tu l'aurais pas mis, il y aurait C'est pas de ta faute. problème, t'es con, quoi. Bah, alors Et que je trouvais lui-même ça n'est assez pas. fort. Ouais, complètement. Donc, en tout cas, voilà, c'est la spéculation la plus courante et la plus plausible, mais on sait pas. Et l'auteur a dit qu'on le saurait pas avant plusieurs numéros. Je crois après le 6e. Si Voilà. Oh putain, donc ça veut dire mars-avril. Et pour ceux qui disaient que ça serait peut-être un passage que l'éditeur serait, enfin je vais l'appeler l'éditeur, mais serait peut-être sur quelques trucs, il a dit que pour lui ça serait une vraie histoire, que ce serait pas juste quelques numéros. Donc je pense qu'il y en a au moins tout 2016. Donc je pense que Thor Odinson redeviendra pas Thor avant 2017. Oh cool. Voilà. Moi ça me fait plaisir. D'ailleurs je crois que ce serait la sortie de Thor Ragnarok, enfin un truc comme ça. Ragnagna. Voilà. Rock. Donc Lucie, non Steph, qui est-ce qui veut commenter là-dessus Je t'en prie. rapidement Ah, les dames d'abord, je t'en prie. Oh Moi je préfère la mimolette. Ok. Allez. C'est pas grave. Vas-y Lucie. Moi, j'avoue, je me suis un peu ennuyée. Effectivement, désolé. Le fait que ça soit une nana qui récupère le marteau de Thor, j'aime beaucoup, surtout qu'effectivement, la fameuse scène sur la Lune, non seulement Thor n'arrive pas à soulever le marteau, Odin n'arrive pas à soulever le marteau, ils sous-entendent que les autres guerriers s'y sont un petit peu frottés aussi et que personne n'y parvient. Et comme par hasard, c'est une femme qui y parvient, donc ça fait très, très, très plaisir. Après, effectivement, l'intrigue derrière des elfes blancs qui engagent les géants pour retrouver un crâne, on ne sait pas trop. Bon, mis à part le fait qu'ils sont en train de tout dégommer, ça m'intéressait pas trop. Le côté l'éditeur était très intéressant parce que, enfin, plutôt The Goddess of Thunder, ce qui était sympa, c'était qu'elle chope le marteau, du coup, elle sait pas s'en servir, et il y a toute cette petite phase, elle se demande, bon, alors, comment il fait Thor pour voyager, comment il C'est fait très ceci très drôle. Comment je peux faire ça? Ou genre elle fait un énorme éclat où elle bute plein de gens et genre ah vite faut que je balance une punchline. Donc il y a un petit peu d'humour. C'est très sympa, Ouais, c'est top. ça c'est très chouette. Par contre du coup l'intrigue principale m'excite pas trop. Donc c'est pour ça que si je lis la suite, ça sera juste pour voir la castagne entre The Goddess of Thunder et Odinson. Je pense que la trame principale c'est, là c'est un prétexte les phrases géants. Je pense que la trame c'est vraiment l'éditeur et son apprentissage. Stéphanie. Alors moi j'ai bien aimé et je suis contente d'avoir aimé parce qu'en fait la série, dès l'annonce du fait que c'était une fille dans le costume de Thor, Je suis contente de ressentir du plaisir. oui, je suis contente d'être contente et j'en ai le droit. Donc les mecs ont tout de suite fait ah mon dieu ça y est c'est une fille, c'est pas Ah bon normal. Ouais il y a eu un gros mouvement, enfin aux États-Unis il y en a pas mal qui ont râlé en disant que Purée. Thor c'était Thor et que tu pouvais pas mettre une fille dans le costume et tout ça. Comme qu'on peut pas jouer avec le marteau des garçons comme ça passe pas Ok. très bien. Avec la mienne, tu peux, hein. Oh non Ça va. Dégueulasse. Alerte au gogol! Ça va. Alerte au gogol, les enfants! Faut être méritant ou pas? Ça, les méritants peuvent le soulever. Ok. Voilà. Arrêtons ça tout de suite. Et voilà, les morts de rire. Vas-y. Donc en plus, donc, comme je te le disais tout à l'heure Eric, moi Thor en fait j'aime pas trop le voir sûr de lui.
en mode ouais, je suis un dieu, je me la pète, etc. Donc le voir en fait incapable de lever le marteau, en plein doute, etc. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, ça le rendait un peu plus sympathique. Et ce qui est sympa aussi, c'est de voir en fait cette nana qui se dit waouh putain j'ai des pouvoirs. Et donc elle est en pleine phase d'apprentissage. Donc sur les 3 numéros, c'est plutôt j'apprends à me servir de mes pouvoirs. Je sais pas trop ce que je fais. Genre il y a un moment elle perd son marteau, elle est là genre merde, faut que je le récupère et tout. Enfin c'est un beau truc. Et en même temps il réinstalle des persos de l'ancienne série, donc comme Maleki, les Frost Giants, tout ça. Et ils servent d'autres aspects de la mythologie, donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré en fait. Moi j'aime beaucoup. Je me demande pourquoi j'ai mis le micro si haut, je sais pas. Le côté voix intérieure de c'est comme si c'est une terrienne en fait qui connaît Thor par son mythe. Moi j'aimerais bien que ce soit aussi Freya, mais ça fait un peu Miss Marvel dans un sens, genre je viens tout découvrir et donc j'apprends en même temps. Elle est complètement perdue, mais elle est vraiment téméraire. Elle a vraiment, je pense, au premier degré envie de faire le bien. En fait, ce qui est bizarre, c'est que pour les spéculations, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, elle a l'air un peu perdue. Donc tu te dis, ok, en fait, ça peut pas être la mère de Thor parce que la mère de Thor, elle connaît les pouvoirs de son fils, etc. Enfin, au moins. Mais en même temps, si vous regardez dans son discours, elle utilise l'espèce de vieil anglais. Là, si on en avait parlé un peu, genre les thie, les te, je sais pas quoi là, comment on dit. Et du coup, tu dis, bah ouais, mais c'est franchement, enfin, ça doit être quelqu'un d'Asgard qui parle comme ça. Non, mais bon, je sais plus, tu sais, je sais pas, j'ai pas. THOU, etc. Ouais, voilà. Ouais, bon, t'as la pète pas. Donc voilà, donc dans les deux sens, on peut pas savoir qui c'est, mais effectivement, le fait qu'elle soit en train de patauger et de galérer, c'est assez drôle. Moi j'aimerais bien que ça soit sa mère, parce que quand Odin il lui parle, franchement j'ai envie de lui retourner une côté. Comme tu dis, sa femme elle a géré le royaume, il revient, il a rien à faire, et genre il l'engueule, genre vas-y retourne à ta place, non? J'avoue c'est chaud. C'est chaud. On va même non, j'ai pas de. Faut lire en fait. Ouais. Bah oui, et surtout jusqu'en mars au moins, jusqu'en mars-avril pour voir qui est cette personne enfin. Alors, pardon, vraiment, il a dit, Jason Aaron, que le but c'était pas de savoir qui c'était et que quand on saurait qui c'est là que ça commencerait vraiment. Donc, ne nous arrêtons pas au numéro 6. Ah non, je m'arrêterai pas. Alors on va passer au débat. Donc ce n'est pas le débat, Bah non Joe, merci. Le pauvre Gaylor. Oh là là, cette émission c'est n'importe quoi. On va passer au reportage de Gaylor, le grand retour du reportage de Gaylor pour la première de cette année. Cette semaine, il va nous parler de Wayward chez Image Comics. C'est parti. Bonsoir Eric. Alors, vous l'avez remarqué, ce soir on parle beaucoup de filles dans l'émission et ça continue ce soir dans la section reportage avec un nouveau titre Image Comics, un nouveau venu qui date de l'année dernière. Je me souviens que la dernière fois que j'étais dans l'émission, la 9 de mémoire, on avait fait un gros dossier Image Comics dans lequel on avait parlé un peu de cette profusion de titres très agréables à lire chez éditeur en ce moment. Et sans se mouiller, on peut dire qu'Image Comics a connu un peu une seconde révolution en 2014 avec des titres très qualitatifs comme les nouvelles histoires que proposait Snyder et Remender ou des incontournables qui continuaient sur la lancée comme The Walking Dead ou Saga. Et donc il y avait vraiment de quoi lire. Et dans le lot, il y a forcément quelques-uns qui passent un petit peu inaperçus. Dans cette liste de titres un peu plus modestes, on retrouve notre chouchou du jour qui s'appelle Wayward, créé par Jim Zub et Steve Cummings. Alors selon les dicos anglais, Wayward ça veut dire entêté ou imprévisible. En couverture du premier issue, une espèce d'ado entouré de chats démoniaques. Bon, pourquoi pas à première vue. Le pitch est très simple, c'est Buffy au Japon. Voilà, salut à tous, à dans 2 semaines. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça ressemble à une grosse copie de l'œuvre de Joss Whedon, mais ça va au-delà de ça. Wayward, c'est un hommage complètement assumé par ses créateurs, avec à la place des vampires et des monstres démoniaques, tout le folklore de Strum et d'esprit un peu mystico-japonais. D'ailleurs, comme à chaque fin d'issue d'un comics Image Comics, les dernières pages sont consacrées à quelque chose de directement lié à l'œuvre ou à ses auteurs, et ici on retrouve des explications en détail sur tout ce qui a attrait au Japon, plus ou moins les monstres, le système éducatif, tout ça. En gros, on a un spécialiste japonais qui nous explique un petit peu ce qu'on vient de lire dans l'œuvre et qui pourrait passer inaperçu aux gens qui ne connaissent pas. Car oui, tout se passe au Japon dès la première case qui voit notre héroïne atterrir dans ce pays qu'elle découvre pour la première fois. Et cette héroïne, c'est Rory Lane, irlandaise par son papa et japonaise par sa maman, une adolescente en fait qui décide de tout reprendre à zéro. Bon, plus qu'une décision en fait, on comprend rapidement qu'elle cherche à fuir son père avec lequel les relations se sont détériorées pour rejoindre sa mère à Tokyo qu'elle n'a pas vue depuis très longtemps. Le passé reste volontairement flou, on a affaire à une espèce d'adolescente un peu perturbée par un divorce qu'on devine très pénible et justement avec le cul entre deux cultures. Et comme dans Buffy, il y a de l'action, du mystère, du surnaturel et même un espèce d'embryon de Scooby Gang qui se forme au travers des 5 premiers issues. On le sent tout de suite, à peine débarqué, l'héroïne ne pourra s'empêcher de s'attirer des ennuis et de foutre son nez là où elle doit pas le faire et justement de s'attirer la sympathie d'autres cas sociaux qui comme elle ont une espèce d'héritage culturel et de pouvoir un peu bizarre. Cette poignée de chapitre justement on va pas la voir passer, ça se lit très vite et point positif ça va directement à l'essentiel. Et la question qu'on a le droit de se poser c'est de savoir est-ce que Wayward nous fait oublier Buffy? Non jamais, je vais pas vous cacher, entre le lycée, la ville remplie de Strum,
les pouvoirs inconnus qui se manifestent du jour au lendemain, d'un coup d'un seul, on ne sait pas trop comment, on ne nous épargne aucun clin d'œil. Est-ce que ça s'essouffle pour autant? Non, pas vraiment, parce que Wayward en fait, ça apporte pas grand chose au genre, on est d'accord, mais c'est vraiment pas désagréable à lire. Il y a pour sa défense le trait manga qui fonctionne vraiment très très bien, les couleurs de John Rose, bref, visuellement c'est vraiment la petite classe. Surtout que Wayward ne se perd pas dans une copie de l'univers de Joss Whedon, le comics part en fait d'une même base et impose très rapidement son rythme, en se concentrant surtout sur la résolution d'un mystère, plus que sur la longue mise en place d'une ambiance. Bien sûr, on nous bassine quelques instants avec le destin de Rory, qui est similaire au destin de la tueuse qui lui tombe dessus, mais on ne s'épanche jamais là-dessus. Les rares moments de flottement au final, Wayward en profite pour nous montrer toute la détresse de l'héroïne avec des images assez chocs, vous comprendrez en arrivant à l'issue number 2. Et comme Buffy, Rory en prend plein la gueule. De la part des monstres bien sûr, mais aussi tout simplement dans son rapport au quotidien ici avec le Japon. Elle parle couramment japonais, mais elle se fait souvent traiter comme la petite gaijin aux cheveux rouges, dépassée sur tous les plans et dont l'intégration semble dès le départ plus que compromise. Wayward compte pour l'instant 5 issues, le premier TPB qui les regroupe sort en avril, et déjà pour ma part c'est un petit coup de cœur. Le TPB sonne déjà comme une grosse introduction à quelque chose d'encore plus violent et plus mystérieux par la suite. Donc du coup ce n'est qu'une introduction, on reste sur notre fin, mais c'est plutôt encourageant pour la suite et je suis sûr qu'avec une vingtaine d'issues supplémentaires, on risque de passer un très bon moment avec ce titre. C'est fini pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne lecture à tous. On débat, on n'a pas le droit de dire meuf, on n'a pas le droit de dire nana, on n'a pas le droit de dire fille, on n'a pas le droit de dire touche. Pardon. Merci Kimi. De retour dans Comics Outcast. Toujours à 11e émission, Studio BWFM, tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé. On va faire un petit débat entre nous. En fait, on va parler des femmes. Ah oui. C'est tout. Non, on va parler des femmes chez DC en fait, leur traitement. Ces dernières années en fait, depuis presque même le début. C'est ouais. Ouais, enfin, à plusieurs étapes de leur histoire en fait, qui va permettre de faire un petit point où on en est chez DC avec les femmes. Alors on va commencer avec Stéphanie, on va parler de ce qui se passe avant les New 52 chez DC. Ouais, je vais même vous parler de la base pour faire un petit point vite fait sur l'histoire de... On s'est plutôt concentré avec mes camarades sur donc 3 héroïnes, sur Wonder Woman, sur Batwoman et sur Batgirl, parce que dans les New 52, il leur est arrivé plein de choses et ça a bien remis en cause leur existence. D'ailleurs, on se souvient tous avec tristesse que Batwoman sera annulée à l'issue 40. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. On est triste ou pas? Non. Non, je sais pas. On n'est pas triste parce que c'était devenu vraiment de la merde. D'accord. Oh bah voilà. Bah oui, faut le dire. Et du coup, c'est quand même dommage parce que c'est quand même un lead féminin qui disparaît et du coup ça fait une héroïne en moins, donc c'est quand même triste. Une des moins. Oui. Donc pour faire un petit topo, Wonder Woman, donc elle est apparue en décembre 1941 dans le All Star Comics numéro 8 et elle a été créée par le psychologue et écrivain William Moulton Marston qui était un peu adepte du bondage, il faut le dire quand même. Ah, c'est donc ça. Et oui, le lasso, ça vient de là. C'est pas petite anecdote, j'aime bien les fun facts. Le mec qui a créé Wonder Woman, c'est lui qui a créé le détecteur de mensonges. C'est une vraie info, hein. Voilà, c'est tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a avant ou après Wonder Woman? Bah je sais pas, je pense que Wonder Woman c'est 41, donc je sais pas, c'est les années 40. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait un lasso de vérité quoi. Mais il y a le côté bondage effectivement, la soumission. Est agréable. Ouais, mais il avait dû répondre justement du fait qu'elle était toujours entravée dans les issues et il avait dit que ça se justifiait parce que elle était en danger, elle avait besoin de s'échapper et que du coup c'était pas du bondage. Délivré, tout ça. Et en même temps je ne mentirai plus jamais. Ce garçon, il avait quand même des bonnes idées à la base parce qu'il a créé Wonder Woman pour, à la base, donner envie aux petites filles de s'émanciper et d'avoir... tous les garçons avaient Superman, Batman, etc., des modèles masculins forts. Et il voulait que les filles, elles aient aussi l'image de femmes qui pouvaient être indépendantes, se débrouiller et qui, alors surtout, ne répondaient pas à la violence par la violence parce que Wonder Woman, c'était une héroïne qui répondait à la violence par de l'amour. Et qui raisonnait les gens, voilà, c'était... Ouais, mais genre un mec qui vole des bijoux, il fait non, ne fais pas ça, je t'aime sans tes bijoux. Je vais faire un bisou. Ouais. Non, mais je veux dire, c'était vraiment dernier recours la force, et c'était plus la psychologie, parler, enfin vraiment. Et en même temps, elle donnait des pseudo-leçons de vie à des nanas, parce que quand elle secourait des nanas qui étaient en danger, elle disait mais tu dois t'en sortir tout seul, tu dois être forte, tu dois apprendre à t'émanciper, etc. Et donc pendant la guerre, elle a combattu plein d'ennemis. Elle avait vraiment une galerie de personnages vraiment badass. Et du coup, on a encore dit badass. Merde. Vécu. Attends, j'ai juste une question. Donc tu dis, elle répond à la violence par l'amour, mais elle est quand même vendue comme une Amazone à la base. Les Amazones, c'est quand même c'est assez vénère. Sauf que justement, le côté Amazon, mais ça, j'y reviendrai dans les New 52, ils te le vendent pas comme dans la mythologie ou dans la super série Hercule en mode... Xena. Oui, on était sur les références de merde, hein, donc voilà. Ok, j'aimais bien.
Elle joue dans les Non Agents mais of Shield. j'aimais bien aussi. Ok, hein, ok. voilà. Et où elles sont vraiment badass et elles tuent les gars après avoir fait des enfants avec. Là c'était plutôt des Amazones un peu gentilles. C'était genre elles vivaient sur Paradise Island, elles sont toutes copines. Enfin voilà, c'était une autre vision qu'il Un peu avait. Lui, édulcoré, ouais. voilà, lui il avait vraiment une vision un peu paradisiaque de ce côté de l'Amazone où des nanas hyper saines, avec un idéal de justice, etc. Puisque à la base Wonder Woman elle est envoyée en tant qu'émissaire justement de sa mère, la reine Hippolyta, pour aider le gouvernement américain pendant la guerre. Elle va teamer avec un pilote de l'armée américaine qui s'est échoué sur l'île, qu'elle le ramène, elle devient amie avec lui, tout ça, machin. Et donc c'était comme ça que ça commence. Donc après, elle a eu un peu une grande traversée du désert, puisque un peu après ses aventures, quand son créateur de base donc, est décédé, après c'est mon avis personnel. C'est la foire à la saucisse, ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils savent jamais trop comment gérer le personnage. Il va y avoir plusieurs reboots de ses origines, il va y avoir des changements de costume, elle va être notamment la secrétaire de la Justice League, on va rentrer dans des clichés, genre c'est nana, on sait pas trop quoi en faire, genre comme on en parlait avec Lucille tout à l'heure, tu me parlais du truc où elle est vendeuse. Ah oui, il y a un moment où en fait ils ont complètement rebooté son histoire et ils ont fait... du coup, ses origines Amazon sont complètement passées sous silence et Diana est en fait vendeuse de fringues et elle est plus ou moins prise sous l'aile d'un karatéka ou je sais pas quoi qui va lui apprendre à se battre, etc. Mais elle part vraiment de zéro. Donc ils ont complètement repris Ah oui, les genre rôles elle a pour perdu en ses faire, pouvoirs et elle se met à la baston. Non, elle a jamais eu de pouvoir. Ah, elle a jamais eu de pouvoir, d'accord. Et voilà, et le jour, elle est méga girly. Enfin, c'est ça. En fait, ça elle rend était juste très méga triste. schizo à la base, elle est jamais venue Ouais. de... Et c'est d'autant plus de malheureux Mesquira. que c'est ça, c'est que le personnage a été vraiment créé dans le but de faire un personnage féminin fort qui puisse inspirer les petites filles. C'était vraiment le but de la création du personnage. Et là, on se retrouve avec une héroïne, mais qui ne veut absolument rien dire Retour et qui en n'a arrière, aucun violent, intérêt quoi. et qui, voilà, en plus fait un vrai retour en arrière puisque c'est plus du tout la femme indépendante que c'est censé être. En fait, à cette période, je fais des petites recherches, je n'ai pas la science infuse. À cette période, c'est un peu la période où les héroïnes de comics sont un peu des potiches. Il y a même des comics qui sortent, dont un qui s'appelle Torchy, j'ai trouvé que le nom était assez rigolo. Qui en fait, l'histoire, on s'en fout complètement. C'est juste Torchy. En fait, l'histoire, on s'en fout. L'histoire est vraiment naze. C'est juste que ça permet de mettre des meufs en petite tenue, bien courbées, avec des atouts féminins, des seins, des culs, etc. Oh, c'est dégueulasse. Du coup, je pense que c'était vraiment cette période, vu que le mec de Wonder Woman est mort, ils se sont dit bah voilà, on en a rien à foutre. Ils ont craché sur le perso, quoi. Voilà, c'est juste cette petite précision de cette époque qui devait être très sympa pour les femmes. Voilà, donc on va faire un bond du coup dans le temps et on va passer dans les années 80. Donc tout le monde connaît Crisis on Infinite Earths. En gros, non. Si, bien sûr. D'accord. Donc en 1985, DC. Attends, c'est peut-être pas le bon podcast. Non, je... Vas-y. DC se Mais non, dit, on parle à tout le monde. Ben oui, mais c'est pour ça que j'explique. Non, contrairement à d'autres personnes. Vas-y, continue. Sinon, on parle que de DC par contre. Voilà. Oui, puisqu'on aime DC. ça. On aime Batman. Bisous Batman. J'aime pas Batman. C'est pas grave, je t'aime. C'est le... Ok, Joe, vas-y, continue. Donc, en 85, il y a Crisis on Infinite Earth et en fait, DC se rend compte que ces lignes temporelles sont trop complexes, qu'il y a trop de choses qui se croisent et qu'il faut rebooter. Donc on va supprimer plein de personnages vont passer à la trappe, d'autres vont se revoir, vont refaire une refonte complète. Et donc à partir de là, on repart, Wonder Woman va subir une succession de reboots jusqu'en 2010, Straczynski arrive sur la série. Et il va faire à partir du numéro 600, je sais pas comment vous l'expliquer de façon claire, en gros il dit que il y a une ligne temporelle qui a été créée par les dieux et qu'en fait l'île a été détruite, toutes les Amazones sont par le monde et tout ça. Elle va avoir un nouvel outfit composé d'un pantalon. Oui. Gros débat avec En le cuir. pantalon en cuir, voilà. Donc tous les mecs regrettaient le short avec les petites étoiles. Et Qui était enfin, hyper patriote, soit dit en passant. très patriote effectivement, mais du coup en fait on s'en foutait un petit peu parce qu'en même temps c'est pas forcément le costume qui fait l'intérêt de la série. Donc là ça dure 14 numéros
Et après, on passe à New 52. Et New 52, c'est mon gros coup de cœur. Le run de Brian Azzarello et Cliff Chiang qui a duré 35 numéros, c'est juste le meilleur run de Wonder Woman du monde entier. Donc là, on vous a fait une petite présentation il y a quelques numéros. Trois et émissions. Daniel nous disait que pour lui, ça apportait rien au personnage. En 3 mots aussi. Vas-y, bâche-le. Bâche-le, il est pas là. Vas-y, bâche-le. Non, mais je peux le bâcher même quand il est là. Il n'y a pas de souci. Non, il profite. Mais du coup, oui, pourquoi ça amène des choses? Parce que déjà, le titre s'appelle Wonder Woman et Wonder Woman, elle est toute seule pendant tout son titre. C'est-à-dire qu'elle assume son titre, elle n'a pas besoin de la Justice League, elle n'a pas besoin de Superman qui vient l'aider, elle est là. Il y a vraiment une refonte de toute la mythologie avec une modernisation. On remodernise les origines de Wonder Woman. Elle est plus née à partir de l'argile, mais c'est la fille cachée de Zeus. Sa mère lui annonce ça, c'est le gros truc. Spoiler. Et c'est du coup, on justifie le fait qu'elle ait des bracelets et pour en fait contenir ses pouvoirs parce qu'elle est trop puissante et elle veut pas s'en servir en fait, elle veut être au niveau des gens et du coup je trouvais ça assez sympa. Et là dernièrement ils ont rebooté le personnage au numéro 36 et c'est les Finch qui ont repris le perso. Et moi je trouve ça pas top parce qu'on repasse à une héroïne qui a 17 ans et demi, qui est un peu en mode je me déhanche d'un pied sur l'autre et je sais pas quoi faire. Alors viens Superman, sauve-moi. Ah merde. Est-ce que ce run-là a quelque chose à voir avec Superman Wonder Woman Non, c'est encore une autre réalité. Non, c'est un peu en même temps, mais tu sais, les super-héros, ils ont des super emplois du temps. Ouais. Ils arrivent à c'est un peu comme Wolverine qui arrive à être dans 50 000 équipes. Et Mais quand tu dis que là, la nouvelle Wonder Woman, elle est plutôt pas ado, mais presque, en tout cas, ils l'ont plus ou moins rajeuni. Ouais. C'est-à-dire que dans GLA aussi, genre, c'est cohérent ou c'est genre juste dans ce run-là qu'elle est... Dans ce run-là, en fait, Finch la dessine vraiment frêle, vraiment mignonne, en fait. Ah, c'est Finch. Ouais, c'est Finch. Non, mais Finch, Joe il avait qui fait vomit. Moon Knight. C'est bien, Jaco, il a fait Quand il faisait bruit. Moon Knight, c'était pas trop mal, mais là, c'est vraiment, elle est vraiment mignonne. Première scène d'entrée, elle est dans sa douche. Tout ça pour la foutre à poil dans sa douche avec une serviette autour de la taille, t'en fous. Et voilà. Tout le monde ne s'en fout pas. Oui, tout le monde voilà. ne s'en fout pas, mais je veux dire, quand ce qui t'intéresse, c'est Je parle pas pour plutôt... Enfin voilà. Je lis pas. Cliff Chiang la dessinait grande, vraiment sûre d'elle, machin. Enfin, elle était à la fois belle et à la fois guerrière. Et là, elle est femme objet, quoi. Et voilà. Et là, c'est premier épisode direct à la Justice League qui débarque. Tu te dis, le titre s'appelle Wonder Woman ou Justice League en fait. Tu comprends pas trop en fait. Enfin, ça, je sais pas pour. Enfin, ils font un peu ça dans tous les. Enfin, genre dans Flash, la Justice League débarque, dans Batman aussi. Peut-être moins effectivement, mais, mais toi, tu penses qu'elle peut pas se débrouiller toute seule. Enfin, c'est montré comme ça. C'est Quoi. un peu implicite, c'est-à-dire que la série d'avant se terminait sur, ils bouclaient leur run un peu en mode bon bah voilà, ça se termine comme ça avec une Wonder Woman qui savait où on en était. Et là, c'est là, à la limite, en train de se ronger les ongles en mode. Oui. Hey Lien. Qu'est-ce que je peux faire Je sais plus où j'en suis. Et tu sens qu'ils essayent de revenir sur ce que Azzarello et Chiang ont fait avant et ce qu'ils ont installé parce que ça les arrange pas pour la suite. Et c'est con. Je trouve que c'est con. Lucille. Mais du coup, là, ça a l'air d'être un peu une tendance de faire rajeunir les super héroïnes là. Ouais, c'est une grosse tendance, ou alors de revenir sur ce qui a été fait avant. Oui, pardon. C'est une tendance de les rajeunir et de revenir ce qui a été fait sur des runs d'avant qui avaient installé des personnages en faisant des personnages vraiment indépendants, vraiment forts et qui n'avaient pas besoin des autres pour exister. Par exemple, on peut parler de Batwoman rapidement. C'est que Batwoman, elle avait été créée à l'origine dans le Detective Comics 233 en 1956 et c'était déjà Catherine Rebecca Kane et c'était une cousine, un perso secondaire de l'univers de Batman qui avait été amené pour être le love interest de Batman pour pas qu'on dise qu'il était gay avec Robin. Alors que c'est le cas. Non, ça non, dépend. c'est pas le cas. On sait pas. Il peut être bi. Non, c'est son fils déjà, alors non. Ah merde. Voilà. Et donc le personnage avait périclité parce que dans les années 60, il y avait Schwartz qui était l'éditeur de Batman qui avait fait du ménage dans tous ces personnages un peu superflus. Il l'avait fait aussi avec Batgirl et il l'avait effacé. Quand tu dis personnage superflu, c'est que des nanas ou Il avait effacé surtout des nanas, mais aussi des méchants comme Batmeat ou des trucs comme ça. Enfin, oui, Batmeat. 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 Moitié bat, moitié mythe. Je sais pas, non vraiment, bon, ok. Ouais, c'est pas le sujet. Ah, mais révise Bah, Batmeat, pardon. Elles n'étaient pas vraiment effacées, mais elles disparaissaient, elles apparaissaient vraiment ponctuellement. Enfin, elles étaient plus intéressantes du tout, enfin, si elles l'avaient jamais trop été. Et après, donc, pour faire le parallèle avec Crisis on Infinite Earths, là, il l'avait carrément effacée. Genre, elle a jamais existé.
Et il l'avait ressorti, elle avait été réintroduite en 2006 dans une autre version, elle s'appelle toujours Kate Kane. Mais là, le personnage avait été remasterisé, c'était la fille d'un ancien colonel. Et c'était surtout le love interest de Montoya, qui était dans Gotham Central et qui est une flic lesbienne. Et donc, parce que j'allais te demander elle c'était est dans quoi. Gotham, ouais. D'accord. La série Gotham. J'allais on s'en demander fout. c'était quoi le réel intérêt de Batwoman. En fait, il y a Batman, Batgirl. Enfin, genre, en termes d'histoire et tout ça, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Alors, à l'époque, c'était surtout... Ils l'ont un peu vendu comme ça, c'était surtout pour introduire de la diversité dans les personnages, donc dans la Bat-Family, et le fait qu'elle soit lesbienne, Oui, et c'est que ça. ça soit pas un personnage qui est adoubé par Batman. Ça, lesbienne, c'était quand? Enfin, quelle année? C'est en 2006, Ah oui, d'accord, donc sa c'est récent. réintroduction. Mais je Ça sais pas a que duré c'était en 2 ans, 55. Et voilà. Et l'intérêt, c'est que tous les personnages de la Bat-Family sont amenés par Batman ou par... il les connaît. Et là, en fait, c'est elle est dans la... En 2013, donc ils avaient J.H. Williams donc, qui a réinstallé le perso, parce qu'entre 2006 et 2013, elle avait rien fait vraiment trop, ce de Batwoman. Et donc il décide C'est crever les gens. d'écrire de ses origines. Et en fait, c'est une nana qui est sauvée par Batman et qui décide qu'elle en a marre d'être un peu victime, parce que quand elle était gamine, en fait, elle et sa sœur, elles ont été enlevées. Elle, sa mère et sa sœur ont été enlevées par des terroristes. Sa mère et sa sœur ont été tuées. Et donc, elle a eu toute sa vie l'impression de ne pas avoir pu faire quelque chose. C'est un peu le Robin de Miller, un peu. C'est un petit peu ça. Et donc, du coup, elle se dit, le jour où elle est sauvée dans la rue par Batman, Batman lui dit, voilà, man up. Un peu, tu vois, Man up, woman. Man up woman. Et du coup, elle s'est dit ok. Et donc, comme son père s'est remarié avec une nana qui est super riche, elle décide de devenir Batwoman. Et donc, elle va s'entraîner, elle va machin. Et J.H. Williams a fait un run absolument exceptionnel au point de vue graphique, au point de vue scénaristique, puisque c'était un personnage super, encore une fois, badass, qui s'occupait que d'elle-même. Enfin, même si elle avait des relations avec Batman et avec la Bat-Family, c'était quand même bien fait. Genre, il y a une super scène où genre elle a les cheveux longs et rouges, et en fait elle se fait attraper par les cheveux, et c'est Batman qui lui dit tu devrais couper tes cheveux, et elle le fait. Et quand Batman meurt, en fait, et que c'est un des Robins qui reprend le costume, il lui fait la même remarque quand ils se croisent sur un toit, et c'est comme ça que c'est une des seules à savoir que Batman, c'est pas le même Batman. Ok. Voilà, et là la série va être cancel, parce qu'en fait J.H. Williams, il voulait la marier avec sa copine, faire tout un run comme ça, et DC a fait non. Et non, ils ont fait C'est la ça. voix de DC, ça. Non. Et alors pourquoi non? Parce que heroes shouldn't have happy personal lives. Ouais, c'est vrai. En gros, Ouais, D'accord, donc c'est pas d'homophobie. un peu. Enfin, ça fait genre, on n'avait rien à vous dire, alors on vous dit que les héros, ils doivent pas être heureux. C'est- C'est complètement stupide. Ouais, c'est random. Quand même. Enfin, comme surtout tu qu'il y a sais des que héros le boss DC qui de sont hyper DC heureux, est genre Oliver complètement Queen, gay. il est méga heureux. Ouais, quoi, c'est ça. sur Life. Parce que non seulement elles ont des vies d'héroïnes un peu pourries, parce que DC, on le sait, moi je suis pas très DC à la base, mais surtout s'il y a un truc qui m'énerve chez DC, c'est justement la façon dont ils traitent leurs héroïnes, la façon dont de temps en temps ils arrivent à nous sortir des trucs qui sont complètement extraordinaires, et puis le run d'après les plonger dans des choses qui sont complètement invraisemblables, des histoires de midinettes où elles sont incapables de se débrouiller toutes seules. Mais chez Marvel c'est différent, elles sont traitées différemment. Je trouve qu'elles sont plus respectées chez Marvel. Non. On en parlera dans une autre émission. Mais ouais, on n'est pas là pour faire voilà. Mais c'est On vrai n'est que pas là pour faire voilà, ouais. Titre de cet épisode. On n'est pas là pour faire un débat. Non. C'est pas le nom de la... Mais c'est juste que c'est super triste, parce que non seulement elles ont du mal à se sortir de leurs histoires. J'ai pensé. Non, excusez-moi. Non, il a à se sortir, oui. Ok. Donc non seulement elles ont du mal à se sortir des histoires dont elles sont issues, et souvent des protagonistes masculins auxquels elles sont liées, mais en plus elles sont pas aidées, quoi. On a l'impression de les bazarder un peu, quoi. D'accord. Est-ce que rapidement, parce que là on est assez en retard sur le conducteur, des personnes ont des choses à rajouter là-dessus. Vas-y, Steph. Batgirl. Ah, pardon. Moi, j'ai des Non, on va pas avoir le temps. Ah merde. Désolé. J'ai des mini La stats. pauvre Batgirl, déjà qu'elle s'est fait tirer dessus, en plus. Et ben là, c'est cancel de l'émission. Grave. Joe veut dire quelque chose, vite. J'ai le droit ou pas? Vas-y, vite. Ce serait trop bien que Grant Morrison fasse un run de Wonder Woman où justement elle s'adresse au 4e mur et qu'elle veut un petit peu transcender sa position de femme dans l'univers DC et devenir véritablement pour la première fois Wonder Woman aux yeux des lecteurs. Voilà, c'était un petit message perso à Grant Morrison qui nous écoute toutes les 2 semaines. Donc, Qui s'en fout?
Moi, ça m'intéresse. J'ai essayé de bâcher, j'ai raté. Est-ce que c'est le père de Jim Morrison ou pas? J'ai des Oh petites- non, non, Ah, non. j'ai Parce des- que tu vois, c'est à cause de ça, à cause de trucs comme ça qu'on se prend des remarques sur Twitter sur l'émission. les Eh ben, tant pis. Non, je rigole. Vous voulez des petites statistiques ou pas du tout? Alors, Ben non, d'abord. vas-y, Steph. Non, Non, vas-y. Steph d'abord. Honneur aux Désolée, dames, du coup on a coupé Bad Girl et du coup j'ai pas pu parler de Killing Joke et qu'elle s'était retrouvée en chaise roulante. Il y a juste eu un gros moment, en tout cas chez DC, où ils étaient pas cool avec leurs héroïnes parce que entre Barbara qui se retrouvait en chaise roulante, il y avait aussi la copine de Green Lantern il l'a retrouvée dans un frigo. Il y avait vraiment Ah oui. pas mal de Ça, c'était- les oui. auteurs entre eux parlaient de vraiment un moment où il y avait entre guillemets beaucoup de violence envers les personnages féminins. Enfin on se souvient d'Identity Crisis où quand même la femme d'un des super-héros se fait violer et se fait tuer. Enfin, il y avait vraiment des trucs un peu lourds, quoi. De la merde. Oh non. Joe pardon, excuse-moi, Ben. Ah oui, ça va, c'est Jonathan. Donc, Ah, faudrait qu'on... Il faut que... non, non, en fait, j'ai des petites statistiques comme ça. On verra. chier. C'était pour qu'on voit que, enfin, pour que les gens voient qu'on travaille parce que ça se voit pas forcément. Non, juste. En fait, j'ai des petites statistiques. Alors, par exemple, combien il y a de nouveaux, enfin, dans les nouveaux personnages créés chaque année. J'ai un petit pourcentage donc pour DC, donc pour les femmes. Dans les années 40, c'était 50. Bon, je fais une connerie ou pas? Non, en fait, le site, non, ça c'est pas intéressant comme statistique. Waouh, oui, parce qu'on travaille. Parce que ça mélange pas mes hommes. Ouais, merci. Ça mélange les... Écoutez-moi, on est en retard. Non, mais parce que là c'est hommes et femmes, donc ça nous intéresse pas. Par contre, pourcentage total de personnages dans chaque univers. Donc là, c'est ce qui DC nous intéresse. Donc en 1940, il y avait 20% d'héroïnes Ouais. par rapport à tous les héros. Dans les années 60, il y a une petite baisse 12%. Dans les années 90, ça remonte à 25%. Et là, actuellement, on est à 30%. Donc c'est en hausse générale, on va dire. Ok. Donc il y a de plus en plus de héros féminins chez DC. Enfin, en tout cas, par rapport au nombre total de héros. Et dans les nouveaux personnages qui se trouvent être des femmes, dans les années 80, on était à 25%, 90, 40. Dans les années 2000, 45. Et là, donc ça a été en hausse. Et là, dans les années 2010 et quelques, on est à 32. Donc ça descend en fait. Déjà Donc il y a de baisse. moins en moins de nouveaux personnages féminins. On Voilà. fera, je pense, dans une autre émission la même chose chez Marvel. Ça peut être intéressant de faire, de mettre ça en perspective et en parallèle. On va passer à la dernière partie de cette émission. C'est hors les bulles. À tout de suite. Ouya. Alors, il doit être donc 5h du matin, vu la longueur de cette émission. On va essayer rapidement de vous parler encore donc sur le thème des femmes. Mais Vous avez quand c'est compris. bien, c'est jamais assez. Oui. Je vais même pas rebondir dessus parce Mais que non, mais... Ah ouais, tu peux rebondir dessus. c'est dégueulasse. Hein. J'essaye de faire sortir mon côté féminin pour cette émission. Ouais, bah c'est loupé. C'est Oh bah merde. complètement Alors, donc on va parler de la série de ABC qui s'appelle Agent Carter. Tu kiffes qu'elle soit anglaise juste pour faire l'accent. Bah attends, il y a au moins 6 personnages dedans qui ont l'accent anglais. Non, en fait Ouais. que 2, mais bon. Agent Carter. J'adore dire ça comme ça. Donc série de ABC, donc Walt Disney et compagnie, qui remplace la série Agents of S.H.I.E.L.D. pendant la période de l'hiver. Donc il y a 8 épisodes qui sont prévus. À ce jour, au soir où on enregistre enfin on est le 19, il y a eu 3 épisodes qui sont sortis. Il y en aura certainement donc cette semaine. Et donc c'est un court run. Juste à la fin de ça, Agents of S.H.I.E.L.D. reviendra après son cliffhanger de ouf que vous avez certainement déjà vu. C'est donc une série, alors je crois que c'est encore une série des frères Whedon, mais je me rappelle plus qui est derrière la caméra. À vrai dire, on s'en fout un peu. Oui, on s'en fout. Ouais. Qui s'en fout Où est-ce que j'ai mis mes notes? Désolé, absolument. Donc dedans, on retrouve un cast de beaucoup de personnages que vous avez déjà vu dans d'autres séries. Donc voilà, je sais pourquoi vous queenez. C'est à cause de Chad Michael Murray qu'on a vu dans One Tree Hill. J'adore Pascal. Non, tu l'aimes pas? Non, j'en ai rien à secouer de lui. Dedans, on a également, donc naturellement, le rôle titre, Hayley Atwell qui joue l'agent Carter. Qui a joué dans les films Captain America. Aussi, voilà, qui reprend son rôle. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas une nana qu'ils ont recasté vite fait. C'est vraiment le même personnage. On a dans le rôle du Butler Jarvis, James Merci. Merci, Darcy. Je crois que c'est Daboy. Darcy. On a Enver Jokaj, c'est dur à dire, qui est un habitué des frères Whedon, qu'est-ce qu'on l'a déjà vu dans Dollhouse et dans d'autres trucs de merde avant. Ah, il a aussi joué dans Avengers. Oui, ah mais c'était mon petit truc, putain, je te l'ai volé, je te l'ai volé. volé. En fait, il joue aussi dans le film En fait, Avengers, il joue un policier. Il joue un flic no name dans la baston de New York et dans Avengers.
Donc ça a rien à voir, Et voilà, donc en fait, et je crois qu'il y a même le mec qui fait la voix de Captain America dans Marvel vs Capcom 3, c'est celui qui fait la voix de Captain America dans les radio shows qu'on voit dans l'épisode 3. C'est super intéressant. Et donc on va passer au cœur du sujet. Alors, est-ce que vous avez déjà vu les 3 premiers épisodes? Oui. Lucille, tu veux commencer à nous présenter ce que tu as vu? Parce que je pense que tu as beaucoup aimé. Ah, moi j'ai super aimé. De toute façon, Peggy Carter, c'est la femme de ma vie. J'ai découvert dans Captain America, qui est mon film MCU préféré, que je regarde à peu près 200 fois par Le jour. 1 Le 1, ouais. Mhm. Ouais, oui, je sais, c'est un Non, peu non, accroché, je demande, mais bon. c'est une vraie question. Et effectivement, le personnage de Peggy Carter m'en avait mis plein la vue dans le film, parce que c'est vraiment un personnage intéressant. Elle est badass, mais en même temps elle est classe. Elle n'utilise pas du tout la sexualisation pour se mettre en avant, et ça c'est très rafraîchissant pour une Elle le fait une fois dans le premier épisode. Dans le film, je parle déjà. Ok. Et donc du coup, la retrouver en série, c'est un vrai plaisir. Surtout qu'alors, effectivement, j'avais une petite appréhension, puisque la bande-annonce mettait dans les 30 secondes de bande-annonce en avant Des son boobs. côté, voilà, des boobs, de la cuisse, du bas nylon, etc. Et je me suis dit... elle a des boobs, c'est formidable. Ah oui, non mais c'est parfait, c'est parfait, la question n'est pas là, ils sont probablement très bien, enfin bref. Et non, c'est surtout que j'avais peur qu'ils mettent vraiment ça en avant, alors que c'est pas quelque chose qu'on avait eu dans le film, et qui est pas forcément quelque chose de... Et qui la qualifie elle. Voilà, Ah. et effectivement, il y a un petit peu de charme, entre guillemets, dans le premier épisode, mais ça passe complètement à la trappe. En fait, elle se sert de ses atouts et de l'univers un peu sexiste dans lequel elle traîne, mais elle arrive à le retourner, à le mettre à son avantage. Donc ce qui fait qu'elle garde absolument tous ses atouts de femme forte. Et surtout, ce que j'aime bien par rapport à la scène dont on parle, elle doit se déguiser pour séduire un homme pour pouvoir soutirer des informations et un objet, un artefact qui est clé. En fait, on voit qu'elle aime pas qu'elle aime pas le faire, et qu'elle est pas à l'aise. Elle est complètement maladroite quand elle le fait. C'est ça. Donc il y a ça aussi qui contrecarre avec juste l'espion sexy qu'on pourrait comparer à Black Widow, qui sait très bien ce qu'elle fait, qui sait très bien à quoi elle ressemble, et qui se sert, enfin en plus vraiment En fait, de son corps pour arriver à ses fins, puis après elle redevient badass. Mais là pour le coup, elle s'y connaît pas trop, on voit qu'elle tâtonne à peine, et elle apprécie pas ce qu'elle fait. En fait, elle a 2 façons de jouer ses atouts. C'est, comme tu dis, le côté vraiment, elle joue le physique, elle se déguise et elle charme les hommes. Et il y a le côté, elle se fait passer, vu que les femmes sont à cette époque, c'est dans les années 40, presque années 50, elles sont rabaissées, quoi. Ouais. Elle arrive à se faire passer pour la nana un peu genre, je viens vous servir le café. L'ingénu. L'ingénu. Je suis pas trop d'accord sur ça en fait. de- Ah si, pourtant c'est quelque chose qu'elle utilise Elle clairement, utilise comme notamment la en fait scène où se faire les plus Ah, la cafés, poire, ouais. la poire, la poire. se faire plus bête, enfin elle est pas bête, Tout faire au genre début, elle est bête. Ils ont fait genre, enfin moi elle le faisait, mais elle fait jamais genre, elle fait jamais genre, elle est bête. Non, c'est pas ce que je Non, voulais non, dire. non, C'était non. déjà, tu vois, par exemple la scène, en fait il y a une scène où elle a Bah, besoin d'avoir elle les se informations sert des du fait flics. que les mecs font Oui, c'est ce pas que je dis. attention à elle. C'est ce que je dis. En fait, c'est Mais là où les elle mecs a- pensent qu'elle est Tu vois, c'est pas comme inférieure. Zoro. Genre Zoro quand il... Non mais je sais. Non, mais je vois, pas ou même débile, Clark mais- Kent qui ou fait même genre. Clark Je vais Kent qui fait renommer un peu l'émission. genre- Non, je me suis pas. Référence de merde. Je me suis. Zoro. Oui. Putain. Bon, alors, Non, je me suis mal exprimé. En fait, c'était pour dire que. Qui a dit référence de merde à propos de Zoro? Mais ferme-la un peu. En continuons. fait, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle arrive à se faire effectivement passer pour insignifiante, on va dire, vu que les mecs la considèrent comme telle, pour arriver à choper des informations. Il y a une scène où elle a besoin d'informations parce que les flics sont en enquête dans une salle, et elle fait genre je vous apporte le café, alors qu'en fait ce qui l'intéresse c'est Mais d'écouter en ce que même les mecs temps, vont elle dire. en souffre quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vois Ouais. que- Et pas qu'auprès des hommes d'ailleurs, puisque par exemple quand elle passe plus ou moins un entretien pour récupérer un appartement, elle dit qu'elle compterait cela jusqu'à son mariage. Oui. Elle est aussi en prise avec le sexisme Elle est consciente de ses ça, ouais. comparses, des autres femmes qui sont dans son entourage. Et après, elle utilise ça, et elle en est d'autant plus consciente de l'utiliser que quand même, et ça je souhaite quand même qu'on l'appuie, elle utilise quand même la carte de j'ai mes règles, je dois rentrer chez moi. Oui. Tous ses collègues sont complètement dégoûtés, enfin elle le dit Ouais, pas c'est comme clair. ça forcément, mais tous Et ses collègues oh, sont complètement Jesus dégoûtés. Christ. Et elle en profite pour se barrer, pour faire ses petites affaires. Donc ça marchait Et déjà à ça, l'époque. c'est cool. D'ailleurs, juste la Ouais. phrase de ouf quand même où la meuf a dit j'ai des problèmes donc féminins, et quand Ouais. les mecs sont dégoûtés ils font ok va faire du shopping, va faire tes trucs. Oui. C'est ça. horrible. Non, mais c'est... Alors justement, je pense qu'on va en parler un petit peu plus longuement. Le côté, je pense, où les mecs qui ont écrit l'histoire, enfin l'histoire, le petit peu trame. de la série, se sont dit, ok, on va mettre une femme forte, pardon, pas une flamme forte, dans une période où la femme n'est absolument pas respectée et c'est une merdasse. Je dis ça, c'est pas une insulte, mais Ouais. c'est vraiment, je pense que ce qu'ils essayent d'illustrer, c'est trop fort. Je sais pas si c'est crédible parce que évidemment je n'étais pas là dans les années 40, on a pu lire, entendre ce qu'on veut. Moi je trouve que c'est une série qui se veut quand même un peu légère, c'est pas non plus une série qui va révolutionner les period dramas. Donc quand je dis period c'est pas les règles mais bon c'est l'époque. Drame sur les règles. Non voilà, il y a Jam Man qui le fait bien, il y a d'autres séries, Boardwalk Boardwalk Empire Empire. et compagnie. Je pense que même si
c'est la réalité, ils auraient quand même dû s'axer plus sur le côté espionnage que une fois par réplique, quand même, il y a quand même une personne qui va dire ouais ma petite chérie et tout, et insister sur le fait que c'est une femme et qu'il faille la rabaisser. Déjà, je pense que... Pardon, non, vas-y, fini. Non, c'est ça. Déjà, je pense que Marvel, à la base, c'est peut-être une connerie, hein, mais je pense qu'ils ont voulu mettre un lead féminin quelque part. Vu que le premier lead féminin du MCU, il est pas tout de suite, c'est Captain Marvel. Oui, Captain Marvel. Je pense qu'ils se sont dit, on va étendre l'univers du Shield et on va mettre un personnage qui existe déjà et que ça sera un personnage féminin. Donc je pense que de base, leur vœu c'était ça. Après, effectivement, la période, je pense qu'elle est bien choisie parce que, comme tu dis, ça aurait été une femme de maintenant. Je pense que ça aurait été normal. Enfin, ils auraient pas pu en jouer autant. Ouais. Et effectivement, je trouve que c'est... Tout se serait cassé. Oui, voilà. Je pense que c'est une bonne idée, mais qu'effectivement, parfois, ça se ressent trop en fait. C'est trop exploité ce fil. Si je peux me permettre de dire un petit Bien truc, sûr, Steph. c'est que, un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est que moi je trouve que ça illustre vraiment bien cette période d'après-guerre où en fait pendant la guerre les femmes avaient été obligées de remplacer les mecs et de man-up, quoi, de les remplacer partout dans leurs emplois, dans les trucs, être les chefs de famille. Et une fois les mecs rentrés de la guerre, c'était hey, cocotte dégage, rends-moi ma place. Et il fallait qu'elle se retrouve une place. Comme je te disais tout à l'heure dans Wonder Woman, où pendant la guerre, elle avait des ennemis super durs, elle avait vraiment des histoires intéressantes. Et après-guerre, elles ne savent plus trop quoi en faire parce qu'on n'a plus besoin de ces femmes fortes et on veut au contraire dire aux femmes, il faut vous marier, refaire des enfants parce qu'il n'y a pas assez de population et tout. Donc je trouve que dans le contexte des années 40, c'est une vraie réalité et ça aurait été dommage de pas s'en servir. Non, vraiment, je dis c'est bien choisi. Je pense que Ike disait pareil, Eric disait pareil, mais c'est juste que des fois, c'est trop appuyé en fait. Et juste je voulais, parce qu'en fait depuis tout à l'heure on en parle mais on n'a pas vraiment parlé de l'histoire de base. Oui. Non mais on fait des choses mais c'est pas très grave. En gros, donc pour expliquer rapidement, le Shield tout le monde connaît au moins dans les films Captain America, Avengers et tout ça. Donc là on est dans les années 40, donc c'est avant que le Shield soit créé. Le Shield au final serait créé par Agent Carter et Howard Stark, donc le père de Tony Stark et Iron Man. De quoi? Stark avec un TH. J'ai dit quoi? Tu vois des Stark. Oh, Stark. Et donc là on est quelques années avant, donc c'est le SSR, je sais plus exactement ce que ça veut dire ce sigle, mais en gros c'est une espèce de cellule. C'est une espèce de cellule d'après-guerre qui est en fait un espèce de truc d'espionnage, c'est le prémisse de l'espionnage. Et donc Agent Carter est un agent de cette cellule. Elle est effectivement rabaissée, bon, ça on l'a déjà dit. Et en gros il y a donc elle se cantonne un peu à ce qu'on lui fait faire comme tâche, quoi. Et vient la trouver Howard Stark, qu'elle a connu pendant la guerre, ça on le voit dans Captain America, le premier. Qui lui dit en fait on m'a volé certaines de mes inventions qui sont des armes vraiment dangereuses et puissantes. Je passe moi pour un traître parce que maintenant il pense que c'est moi qui les ai mis sur le marché noir alors que pas du tout, aide-moi. Donc elle dit ok, lui il se barre, il a autre chose à faire en Europe. Sur un bateau. À monoboat. Voilà. Tu l'as tellement bien fait. Non mais c'est ça la scène hein. Le mec il dit bon bah je m'en vais. Et en gros il lui dit aide-moi, donc elle dit ok. Mon caméo est fini. Évidemment vu que c'est une femme elle peut pas se débrouiller toute seule, donc il lui laisse Jarvis son majordome. Mais elle veut pas. Elle me fait chier au contraire. J'ai un peu vu ça comme ça. Mais bon bref, ça on en parle après, juste fini pour l'histoire. Ouais. Donc Jarvis qui est le majordome, qui est un peu le Alfred de Non, fais pas de comparaison s'il te plaît. C'est Jarvis, c'est tout. Voilà, c'est Jarvis. Jarvis, vous connaissez le nom parce qu'après c'est devenu une intelligence artificielle de Tony Stark. Putain, j'arrive pas. Non, je pense qu'on va comprendre comment c'est devenu Jarvis, mais c'est donc eux deux font une espèce de team un peu undercover, donc c'est-à-dire qu'il faut pas que le SSR soit au courant parce que c'est un peu chapeau melon. C'est exactement ce que j'allais dire. Oh putain, tu m'as niqué ma blague. Bon, on finit mission alors. J'allais dire que ça faisait un peu chapeau melon botte de cuir qui en VO s'appelle Avengers. Ouais. Donc voilà, donc c'est effectivement il y a ce duo de hommes et femmes, mais là par contre c'est un peu inversé parce que c'est la femme le lead alors que dans Chapeau melon botte de cuir c'est plutôt l'inverse. Et donc on a ce couple d'enquêteurs, un peu agents secrets qui mènent ces enquêtes pour bébé espion, moi je dirais. Voilà, pour retrouver les artefacts de Tony Stark. Pour retrouver les artefacts les inventions de Tony Stark. Et donc on suit cette espèce de trame et sur fond de discrimination, les hommes pensent tout savoir. Agent Carter se fait passer un peu pour une ingénue alors qu'en fait dans leur dos c'est elle qui résout les enquêtes que les mecs pataugent à résoudre, etc. Et il y a un autre point qu'on n'a pas soulevé, c'est que par rapport justement à la fin de Captain America, Carter descend d'un statut où justement comme elle a côtoyé Captain America et que maintenant il est mort, mais bon en fait juste écrasé dans l'océan. Tout le monde la respecte dans un certain degré, mais tout le monde se dit non mais en fait t'étais que sa sidekick et surtout t'étais sa meuf quoi. Au-delà de ça, voilà, tu es là juste pour ça. Tu le connaissais bien, tu as un peu travaillé avec tu as travaillé avec Stark, c'est aussi pour ça qu'on t'a engagé, mais au-delà de ça voilà, t'es qu'une femme
et tu nous apportes le café. Et il y a une scène assez sympa où justement elle essaye d'arriver avec un mec qui aurait acheté des armes de Stark sur le marché noir, et elle arrive un peu comme si elle ne savait pas où elle était, mais elle sait très bien qui c'est, elle sait très bien où sont les affaires qu'elle cherche. Et t'as donc ses collègues qui disent mais comment je peux vous aider? Mais en fait on doit faire une fouille sur les hommes et les femmes de la société, mais moi qu'est-ce que je vais faire? Vous voulez que je photocopie des trucs? Enfin photocopie ça n'existait pas, mais bon que je scanne des trucs sur internet. Secrétariat. Non en fait moi en tant qu'homme je ne peux pas les fouiller, mon boss penserait que ce serait inapproprié, et je trouve qu'il insiste trop là-dessus. Ouais. En fait, c'est véritable, comme disait Steph, c'est ancré dans cette époque-là, mais quand je suis d'accord avec toi, c'est un peu trop. En fait, il y a trop de scènes qui dépendent de ça, voilà, exactement. Et je voulais juste dire un truc sur Jarvis, parce qu'on parlait des personnages. Je suis un peu déçu par le perso, pas par l'acting ou quoi, parce qu'il est assez cool comme perso. Je suis juste déçu parce que normalement dans son c'est pas Paul Bettany, pardon. Ouais déjà. Non mais c'est juste que dans son background, normalement Jarvis, c'est un ex de Air Force, pas l'US Air Force parce qu'il est anglais, mais au service de Sa Majesté, qui genre c'est un champion de boxe. Enfin tu vois, je dis pas forcément que c'est un mec méga badass, mais mais en blanc. Il sait se débrouiller. Et là, dans la série, je le trouve un petit peu frêle, un petit peu fuyard. Enfin, c'est vrai qu'il a des secrets déjà. Oui, à mon avis, on n'a pas fini de découvrir dessus. Peut-être. Ironiquement, il s'est un peu facilement livré sans donner trop de détails dans le dernier épisode, mais je pense que c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Ouais, ok, j'espère. Voilà, enfin d'ailleurs il pense lourdement que justement que si un mec, il sous-entend, merci, que si Stark a engagé Jarvis, donc ce mec anglais qui fait pas peur, qui est très gentil et très poli, en fait il a bien sûr un passé beaucoup plus lourd, et d'ailleurs il en révèle un petit peu, on vous dira pas, mais voilà, ça s'approche de ce que disait Ben tout à l'heure, mais à mon avis bien sûr c'est bien plus profond que ça, enfin c'est... J'espère qu'ils ont un peu corsé l'affaire en ce qui le concerne. En tout cas, juste pour dire, je voulais parler le fait pour appuyer le fait que je trouve que c'est un peu trop exagéré le côté c'est une femme, etc. Juste l'accroche de la série sur les posters preview avant que ça sorte, c'était parfois l'homme de la situation est une femme. Et du coup, tu vois, enfin... C'est cool, mais ça fait un peu genre, ok les gars, en fait, on met l'accent dessus, voilà. C'est pas nécessaire. En même temps, moi, ça me fait un peu chier. Parce que je réfléchis en même temps à ce que vous disiez, c'est peut-être aussi pour marquer une différence, parce qu'il y a un mec dans le bureau qui la traite pas comme une serveuse, c'est le gars, pardon. Celui qui a la béquille. Oui, c'est celui qui a la béquille, et du coup, c'est peut-être... Ah, pas mal. Non, elle est bien. J'ai même pas fait exprès. Oh les mecs. Non. Ouais, bah oui, il a 2 béquilles du coup. Bon, ok, vas-y. Si. Pardon, on n'explique pas les blagues, c'est vrai. On peut finir cette émission genre en donc oui, et donc du coup c'est peut-être pour le mettre en comparaison avec les autres et pour dire lui il est sympa, et pour il y a pas que des cons. Plus tard dire non, c'est pour le placer en tant que love interest possible. Oui, et puis je pense que lui, il va, enfin vu qu'elle, je disais, elle fait les trucs un peu undercover, je pense que lui, il va découvrir et qu'il va un peu s'allier avec elle, effectivement. Mais ouais. Et surtout, au-delà, c'est très loin du sexisme, c'est plus au côté du plot device. Cette fois, donc en fait, elle se déguise pour intégrer justement et encore essayer de trouver un des acheteurs potentiels des armes de Stark. Elle se déguise et il y a un photographe avec son gros flash et elle tourne la tête au dernier moment. Ils font développer ces photos donc 3 semaines plus tard parce qu'à l'époque c'était pas très rapide. Et le mec sort la photo de l'enveloppe, mais juste avant de voir sa tête, et donc il aurait révélé l'identité de. Ah, je pense pas, je pense qu'elle était de dos. Elle était de dos. Ouais, on la voit pas vraiment. Et justement, la peur, ça inquiète, et genre il y a un gros. Et maintenant la pub et tout, on la voit. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Oui, bah normal. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et à mon avis, le gentil, enfin le seul mec qui est gentil avec elle, à mon avis, ça va être un gros connard. C'est obligé. Mais non. Mais non, c'est pas possible. Il a l'air méga loyal. Alors déjà, c'est une série Whedon, donc les mecs, c'est souvent des gros connards, et ils se retournent. Ah si, tu vas voir, je suis sûr que le seul mec gentil, c'est un connard. Le gars, normalement, son background, c'est qu'il était à la guerre et qu'il était blessé, et donc il a une béquille. Il aurait très bien pu se faire parler par Hydra, Léviathan, machin. Franchement, ça a l'air d'être un flic méga réglo, c'est un... Non, c'est trop lisse, c'est pas possible. Je pense pas. Mais en plus, c'est un peu la victime de la vie des autres. Ouais, c'est clair. Oui, enfin, va y avoir que 8 épisodes, ils auront peut-être pas le temps. 8, pardon. Oui, mais le futur n'est pas exclu. Une fois que Agent of Shield reviendra, c'est pas exclu. Non, effectivement, après pourquoi pas. Mais là, il y aura 8 épisodes. 8 épisodes. On a eu la liaison. Il y aura 8 épisodes. Excuse-moi. Dans tous les cas, il n'y aura que ce nombre-là d'épisodes. Et donc, on n'aura peut-être pas le temps de développer ce genre d'intrigue. Entre 7 et 9 épisodes. Très vite, ouais, parce que là, petit détail, si les gens ont vu la bande-annonce de Avengers Age of Ultron, elle est créditée si vous cherchez. Et dans le trailer, il y a une scène de flashback où on voit Steve Rogers qui est dans les années 40, donc elle jouera dedans. Enfin, il y aura... Voilà. Oui, et en plus, dans Winter Soldier, on la voit à notre époque, c'est-à-dire hyper vieille. Elle meurt pas. Elle a Alzheimer, mais elle meurt pas. Ah, donc elle se rappelle pas qu'elle est morte. Non, moi non plus. Donc elle est éternelle en fait. Moi non plus. En fait, c'est une des pierres de. Non, mais en tout cas, c'est cool parce que c'est une bonne actrice et elle est jolie. Oui.
Et elle joue bien. Beaucoup de classe et de charisme. C'est vrai. Alors on parlait de théorie crafting, on va faire une petite note aux clairvoyants, voilà. Ils ont fait un dernier épisode, c'était sur... c'était pas sur Ultron, ça c'est celui d'avant. Sur les Inhumans. Les Inhumans, effectivement. Il parle très bien du dernier épisode, justement le cliffhanger de Agents of S.H.I.E.L.D. que, à mon avis, donne tout l'intérêt à cette nouvelle saison. Ceux qui ont gardé espoir et qui ont continué après la fin de la saison 1, et moi c'était la raison pour laquelle j'ai regardé cette saison 2 De toute et je façon, suis on sait pas qu'il faut- déçu. C'est pour ça qu'il faut regarder à partir de la moitié de la saison pour que ce soit bien, Agents of S.H.I.E.L.D. Oui, mais ouais. Mais bon voilà, pour ceux qui n'ont pas... Ouais. Bon, Internet, Internet. on est un peu... on est loin derrière, mais je te fous, de toute façon. Oh, j'avais encore un petit détail. Je peux ou pas? Vas-y, rapide. Eh ben, dans Agents of S.H.I.E.L.D., l'espèce de grosse entreprise, c'est Roxxon, on Oui. entend souvent ce nom, qui apparaît Dans Thor. dans Thor et qui apparaît dans Iron Man. En fait, en gros, c'est l'espèce de la multinationale de Marvel, c'est Roxxon. Voilà, c'est tout. C'est ça pour dire ça. Acme de Marvel. Ouais, exactement. En fait, j'aime bien les petits. Vous savez que j'aime bien les petits clins d'œil. Ouais, vous savez. Par contre, une petite incohérence physique, mais bon, on va pas forcément en parler. Quand à la fin du premier épisode, il se passe une certaine explosion qui rassemble toute une usine. Ouais. On dit que donc il y a toute l'usine qui a fondu à l'intérieur. Pourquoi c'est un camion qui peut le porter? Il y a toute une usine là. Mais c'est un morceau. Non, c'est tout, ils ont tout pris. Arrête. Voilà. On s'en fout, C'est c'est non, de la fiction. non, c'est une incohérence Oh là que je là. comprends tout à fait. 1h20 d'émission, mesdames et messieurs. 1h18. Ah, ça part. Bon, allez, bah, on conclut. Oui, bah c'est la fin du débat. C'est déjà fini. C'est la boule noire. Voilà. Putain, mais ne Attends, fais jamais de j'ai générique. j'ai commencé l'émission en chantant, je vais la finir. Ah, tu l'avoues. Allez, donc Comics Outcast, c'est une émission, oui, c'est n'importe quoi, produite par Radicao et réalisée par Joe. Yeah. On Voilà, a Adrien je dans vous le public. Et Gaylor, non. Rendez-vous dans 2 semaines, le lundi 9 février 2015, après Passe le Stick aux alentours de 1h30, donc Oui, non, c'est le lundi, 23h, aux n'oubliez alentours pas. de 23h, et sur la web radio Synops Live, et aussi en 24h sur 24, en téléchargeant, je mets des en partout, On se retrouve après une différence. en streaming et podcast sur le site de Radio Kawa, donc radio-kawa.com-comics. Oh là là. On revient Allez au sur notre page début. Facebook, il y a Voilà, tous page les Facebook, c'est infos. plus simple. Sur Twitter aussi, il y a tout. Moi je vais retourner jouer à The Binding of Isaac Rebirth parce que c'est ma drogue. Voilà. Et allez sur notre Instagram, je vais mettre des photos. On est à la bourre, mais je vais en mettre plein. Voilà. Donc comme Si vous voulez voir la tête des gens que vous connaissez Attends, pas. il y a un truc que j'ai oublié mais je sais pas quoi. Non c'est tout. Ah oui, dès demain vous retrouverez Tagad sur Synops Live suivi de TVNR. Donc voilà. C'est la pub corpo. C'était Putain, pas mais c'est d'émission et clair, pourri. putain. Oh là là. C'est la Bon pire fin allez. d'émission. On dit merci à Steph. Au revoir. La meuf, on lui a jamais dit merci Voilà, de c'est sa life. clair. Elle sait pas Elle ne ce que sait ça pas. fait. Elle ne J'ai sait pas pas ce que c'est. l'habitude. On dit de rien. On dit de Moi, je vais rien. refaire une deuxième fois. Ok, vas-y. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Merci Steph. Waouh. C'est l'émotion de ma vie. Oh là là. Merci Lucille. De rien. Merci Ben. Je voulais te faire la phrase de Batman quand il dit je vous ai jamais remercié. And you never have to. Et après il saute. Et je pense que je vais laisser faire Joe faire le truc qui met à la fin de chaque truc, c'est-à-dire... Ah wow. Dis le truc si on doit faire une machin là. Bon, à dans 2 semaines. Lisez plein de comics et insultez-nous bien sur Twitter, on l'a bien mérité. Ciao, bye. Salut.